Salut à toutes et salut à tous, bienvenue sur la chaîne de QI Basket. On est live encore une fois pour se retrouver pour parler de la course au MVP. C'est notre troisième émission sur le sujet, vous le savez maintenant, on change d'angle à chaque émission pour essayer d'être le plus exhaustif possible. Et puis c'est l'occasion à chaque fois d'inviter un acteur de la sphère NBA FR, si je puis dire, différent à chaque fois, pour avoir son analyse, son point de vue. Et après Alex et Bastien de Trash Talk, on a la chance d'accueillir Guillaume, éminent membre du podcast L'écho des parquets, référence dans la sphère NBA nerd basketball, si je puis m'exprimer ainsi, et qui, en plus cette saison, lançait le Basket Lab, un nouveau podcast dans lequel il invite parfois des invités, parfois seul. Il revient sur des thématiques variées, sur des équipes, des situations de jeu, des joueurs en particulier, et plein d'analyses comme ça, en long, en large, en travers. Guillaume, entre deux partages de Kevin O'Connor, Nekias Duncan et Brandon Jennings sur les réseaux, comment ça va? Ça va très bien, j'espère que je serai au niveau ce soir, puisque vous avez quand même eu deux gros invités en moi, donc j'espère que je serai au niveau. Écoute, on a pensé à toi tout de suite en tant que l'épisode pivot sur les statistiques, sur l'approfondissement de l'analyse, etc. On sait qu'on peut avoir toute confiance en toi, il n'y a pas de souci. On est très content, en tout cas je suis très content de t'avoir. On t'a pensé directement, tu vois, dans ce trio d'invités, donc il n'y a pas de souci à se faire de ton côté, t'inquiète pas. De mon côté, pour m'épauler et représenter la team QI Basket, un malheureux fan d'Enix, je pense que je peux le dire, mais sosie de Domantas Sabonis qui, quand il ne fait pas de selfie avec Taj Gibson pour prouver qu'il est plus grand que 3/4 des joueurs NBA, nous fait l'honneur d'écrire chez nous. C'est FD. Comment vas-tu, FD? Ça va très bien, merci Clément. Merci Guillaume d'être là. On a de la chance de t'avoir invité avant ton explosion à l'international quand même, avec cette vidéo de Jordan Poole. Parce que voilà, à 2 semaines près, on n'aurait pas pu t'avoir, je pense. Voilà, merci d'être là, bonjour à tous, merci Clément. Bienvenue à tous ceux qui découvriraient le live, n'hésitez pas à vous exprimer dans le chat, on fera remonter vos messages bien évidemment. En attendant et avant d'attaquer ce troisième épisode, on va peut-être faire un retour rapide sur ce qu'est notre but avec cette série, consacrée au MVP et surtout encore plus précisément à la course au MVP, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Tout simplement, on faisait le constat partagé a priori, puisque si je m'en réfère à Bastien dans le second épisode, il partageait un peu cette même conclusion, que trop souvent la bataille du MVP était un peu une bataille d'arguments à géométrie variable pour finalement mettre en avant notre joueur NBA préféré plus que le meilleur joueur, etc. Et notre volonté, c'était de prendre conscience de ça d'abord, de pouvoir l'assumer quand c'est nécessaire, parce que ça peut être intéressant de se faire une bataille de mauvaise foi parfois pour en rire, mais aussi pour pouvoir être un peu plus sérieux et tendre vers plus d'objectivité aussi, et du coup s'interroger sur la façon de comment faire ça au mieux possible. Et donc, on interroge nos biais. On interroge les biais extérieurs qui peuvent nous influencer et on décortique cette course en débattant pour essayer d'aller un petit peu plus loin que ce dont on a l'habitude d'entendre. Dans un premier épisode, on a abordé la chose sous l'angle des critères. On a vu l'importance qu'était pour nous de mettre en place des critères précis pour pouvoir s'y tenir. C'était avec Alex de Trash Talk. Et enfin, dans un second, c'était avec Bastien cette fois-ci. On a abordé plus l'angle de l'influence médiatique et des différents prismes médiatiques qui pouvaient jouer sur la course dans tous ces aspects. Enfin, aujourd'hui, avec Guillaume, dans un épisode pivot, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, on va essayer d'aborder l'aspect statistique, car quoi de mieux pour tendre vers un peu plus d'objectivité que de réussir à comprendre les statistiques qu'on utilise peut-être parfois à tort et à travers, et comprendre leurs limites, leurs intérêts, et voir ce que certains faits dessinent au final. Messieurs, avant de commencer, et je vais commencer bien sûr par te donner la parole à toi Guillaume en tant qu'invité, et en tant que bon hôte, on essaye quand même de faire les choses bien. Comment toi tu vis la course de manière très générale, la course au MVP chaque année? Est-ce que ça t'intéresse pas plus que ça? Est-ce que tu comprends les débats autour? Comment tu te positionnes vis-à-vis de ça plus généralement? C'est vrai que c'est toujours un peu ambigu, mais c'est vrai que j'ai un peu l'impression que chaque année il y a plusieurs courses. Il y a un peu celle des médias très mainstream, il y a un peu celle des gens un peu plus analytiques, pas analytiques, mais qui sont un peu plus dans l'analyse, on peut dire ça comme ça. Enfin, il y a plein de courses, il y a plein d'avis différents. C'est vrai que pour le coup, ça m'intéresse quand même pas mal. Pas non plus au
point où j'étais quand j'ai commencé, où c'est vrai que c'était un truc très très important. Aujourd'hui, c'est que je m'en détache un peu plus parce que, bon, bah, que certains votants donnent le MVP à lui plutôt qu'à lui, ça n'enlèvera pas le crédit de, comment dire, le fond, quoi, le contenu d'une saison de tel ou tel joueur. Je continuerai de l'apprécier de la même manière, même si à la fin de l'année, les journalistes ou les votants lui donnent pas le MVP, quoi. Donc je suis un peu plus détaché qu'avant, c'est vrai, mais mine de rien, c'est quand même plus que, par exemple, des sélections All-Star Game où, bon, voilà, on sait que c'est un peu plus pour le spectacle, où c'est pas non plus complètement représentatif du sportif ou quoi que ce soit. Je trouve quand même que cette course MVP, ça reste quelque chose de fort et de symbolique parce que, on le veuille ou non, de toute façon, ça reste dans l'histoire, ça a beaucoup d'impact sur le grand public. Et donc voilà, comme on veut pas non plus rester nous dans notre niche entre nous, entre très peu de gens, il faut quand même avoir conscience de la vie de beaucoup, de toutes ces choses-là. Donc on peut pas non plus dire, ben non, mais là, le MVP ça vaut rien, quoi. Ça vaut rien du tout, quoi. Un peu de la même manière, à mesure que je suis la NBA depuis plus longtemps, je me détache un peu de cette course au MVP. Maintenant, voilà, cette année, il faut quand même souligner, et je pense que c'est une bonne chose qu'on fasse un focus cette année sur QI Basket, sur le MVP. C'est juste qu'on a une course qui est quand même assez monstrueuse. On a 3 candidats. Bon, je veux pas rentrer dans mes 5 candidats, mais on a au moins 3 candidats. Voilà, dès le début de l'émission, je parle déjà de la fin. C'est super. C'est du teasing. On a quand même 3 candidats qui, dans une année moyenne, on va dire, pourraient être MVP de manière assez généreuse, et on n'aurait pas trop de soucis à leur donner un trophée. On a quand même une course cette année qui est monstrueuse, avec 3 qui sont au-dessus, et puis pas mal de prétendants qui ont mal commencé la saison et qui reviennent fort, qui ont très bien commencé la saison et qui maintenant sont un petit peu en train de baisser en régime. C'est quand même une course qui est intéressante. Et il y a aussi cet aspect-là qui est intéressant pour les joueurs eux-mêmes, c'est que le MVP, en plus de cette legacy, où on va pouvoir dire, voilà, un tel a été 3 fois MVP, un tel a été 2 fois MVP, un tel a fait un back-to-back MVP. Il y a aussi, il me semble, des aspects financiers dans ces récompenses de fin de saison. Voilà, il y a des bonus de contrats qui sont liés à ces récompenses de fin de saison, et c'est là aussi que c'est intéressant de suivre cette course, parce qu'il y a aussi des enjeux pour les joueurs eux-mêmes. C'est pas forcément que pour les fans ou que pour les gens qui suivent le basket. Non, tu fais bien de le préciser. En plus, c'est intéressant parce que c'est deux choses qu'on a évoquées un petit peu dans l'épisode précédent avec Bastien. C'est Jason Tatum qui était au micro de JJ Redick, qui parlait un petit peu de ça en le regrettant. Et c'est vrai, en plus, avec l'aspect où ça donne une... peut-être ça rend des rapports un petit peu différents avec certains journalistes. Il y a des rapports asymétriques un peu particuliers avec les journalistes aussi qui peuvent faire, puisque ce sont les journalistes qui sont, enfin pas tous, mais certains journalistes qui sont accrédités pour pouvoir voter dans cette course au MVP, et c'est des points qu'on soulevait dans l'épisode précédent, que, encore une fois, je vous invite à regarder. Bravo FD pour cette transition, invitation à aller voir nos précédents épisodes. Il y a une chose qui revient tout le temps dans les critères de tout le monde en premier lieu, c'est l'importance d'avoir un profil statistique conséquent, entre guillemets. En gros, il faut faire assez de stats pour pouvoir être considéré comme un prétendant MVP. Et bien souvent, ce qui est pensé derrière ça, c'est la synchro-sainte ligne de stats, points, rebonds, assists, steal, bloc, turnover, et pourcentage au tir, pourcentage à 3 points, pourcentage au lancer franc, globalement. Est-ce que c'est pas un peu trop limitatif ? Est-ce que on manque des choses en se bornant à ça ? Et quelles autres stats est-ce que vous pourriez trouver plus importante à aller voir au-delà de cette ligne de stats classique pour discriminer les joueurs? Et vas-y Guillaume, je t'en prie, à toi la main sur cette question. C'est vrai que non seulement, quand on dit ça, pour une bonne candidature, il faut un bon profil statistique, souvent tout le monde n'entend pas la même chose non plus. Et c'est vrai que pour certains, pour beaucoup, ça peut être, comme tu dis, cette fameuse ligne de stats, on va dire, très brute, des stats de production brute, de points, de rebonds, assists. Ça va faire à peu près l'intégralité du travail, ou quasiment dans l'esprit de beaucoup. C'est vrai que, mine de rien, je trouve qu'il y a certains endroits où on peut aller plus loin. Ce qui ne veut pas dire non plus qu'il faut totalement mettre de côté certains facteurs, évidemment. Mais c'est vrai que comment dire, ça va parfois beaucoup plus loin que ça. L'impact et la valeur d'un joueur,
on le retrouve pas forcément du côté de certaines stats brutes qui sont finalement des critères qui ont été décidés il y a quand même quelques décennies et qui ne capturent pas finalement la complexité parfois du basket. Hein. On prend des exemples toujours les mêmes de Draymond Green ou de Rudy Gobert. Bon, ben voilà, au niveau des lignes de stats classiques, c'est pas non plus les contres par match qui vont tout rattraper. Et du coup, tu regardes la ligne de stats, tu dis, bah oui, mais il est où l'impact? Comment ça se fait que ces joueurs-là soient, pas moi, à leur pic top 10, top 15, top 20 ou dans ce genre-là? Et pourtant, bah, la ligne de stats, elle est pas top. Et bon, voilà, là, il y a plein de directions dans lesquelles on pourrait partir parce que c'est vrai que, encore une fois, c'est un jeu qui est quand même très complexe. Et là, je peux faire un parallèle avec le baseball, par exemple, où on a eu une révolution au début des années 2000, le fameux Moneyball. La révolution, ça a été d'arrêter de regarder certaines stats qui n'étaient pas hyper représentatives et de se concentrer sur est-ce que le batteur est capable de gagner son duel contre le lanceur, en fait. Ça s'est réduit à ça. Ça, c'est vrai qu'on ne peut pas trop le faire. On ne peut pas trop le faire en NBA parce que une dimension d'interaction qui est beaucoup plus grande avec plus de joueurs sur le terrain. Il y a le côté attaque et défense, etc. etc. Bon, si je vais essayer d'aller au but, très simplement. Moi, le premier que j'ai envie de mettre en avant, c'est évidemment la notion d'efficacité au niveau du scoring. Peut-être qu'on pourra parler d'autres aussi, hein, mais peut-être vous pourrez donner votre avis tout de suite. Du coup, au niveau de l'efficacité, c'est vrai que moi, j'y apporte plus d'importance que le simple chiffre brut de points par match, par exemple. En tout cas, pour être plus précis, il faut combiner une notion d'efficacité avec aussi un gros volume, on est d'accord. Mais c'est vrai que le fait d'être efficace et productif, pour moi, c'est quelque chose d'assez important, voire même de plus important que certains joueurs qui pourraient accumuler beaucoup de stats, mais en fait, parce qu'ils prennent beaucoup de tirs. Donc déjà, sur le scoring, il y a ce point-là qui me paraît un peu important, quoi. Ouais, FD, est-ce que l'efficacité, pareil, c'est quelque chose que Jérémy, dont Jérémy parlait dans ses critères sur la première émission qu'on a moins retrouvé par la suite. Est-ce que toi aussi c'est un critère important? Est-ce que tu en vois d'autres? Absolument, l'efficacité, et j'aime bien réfléchir en point à partir. Je trouve que c'est plus parlant que des pourcentages parfois où on a tendance à vite oublier ce que c'est un pourcentage. Alors, il y a plein de mesures différentes, true shooting percentage, expected field goal percentage, il y a plein de pourcentages qui sont dispo, mais on oublie finalement très vite ce qu'est un bon true shooting percentage, ce qu'est un bon expected field goal percentage. Donc sur l'efficacité, c'est sûr, c'est très intéressant à regarder. Et moi, perso, ce que j'aime bien regarder, je sais que Guillaume le fait aussi, puisque on a droit souvent à des quiz avec les points par tir. Ça, c'est vrai que c'est intéressant à regarder. Ça permet de montrer la prépondérance du tir à 3 points, ou en tout cas l'efficacité augmentée d'un tir à 3 points. Mais pour rester vraiment sur les stats classiques et le volume, puisque là on a parlé de l'efficacité, mais si on veut rester sur le volume, ce qui peut être intéressant, c'est déjà de pondérer les statistiques pour rendre la comparaison plus juste entre deux joueurs ou deux contextes différents. On peut soit les pondérer par les minutes jouées, en regardant les points marqués, le nombre de passes décisives, le nombre de contres, et pondéré par les minutes jouées, que ce soit 36, 40, 70, ça c'est égal. Mais aussi, on peut aussi les pondérer en fonction du nombre de possessions, ce qui peut limiter les différences de rythme offensif, par exemple, entre deux équipes, entre une équipe qui joue vite et qui du coup aura plus de possessions en 36 minutes ou en 40 minutes, ou une équipe qui joue plus lentement et qui du coup forcément le volume sera réduit. Donc on peut pondérer soit en minutes, soit en nombre de possessions. C'est pas des solutions parfaites, ça c'est sûr, mais ça permet déjà de, je pense, rapprocher les données que l'on compare. Et ça permet de rendre la comparaison un petit peu plus pertinente et d'éliminer un petit peu ces différences de contexte et de rendre la comparaison toutes choses égales par ailleurs, ou en tout cas la plus proche d'une configuration toutes choses égales par ailleurs pour permettre une comparaison plus pertinente. C'est vrai qu'on l'a pas dit, l'importance aussi de noter l'efficacité plutôt qu'un total de points bruts. Aussi parce que, mine de rien, le basket, c'est un jeu à somme nulle. C'est-à-dire où, à la fin, chacun a le même nombre de possessions. Et donc c'est vrai que le contre-argument qu'on pourrait dire, oui, on s'en fiche, si mon franchise player il me met 30 points, il ait besoin de 15 tirs ou de 20 tirs ou 25 tirs pour le faire, à la limite, c'est pas grave, je veux qu'il me donne mes 30 points, à la limite, je m'en fiche de la manière dont il fait. Là où c'est pas totalement vrai ce contre-argument, c'est que justement, si ton franchise player est capable de le faire sur, rappel, 15 tirs ou 20 tirs plutôt que 30, c'est qu'elle, en tant qu'équipe, 10 possessions, 10 autres tirs, où tu es capable de marquer des points en plus. Donc c'est aussi pour ça que
l'efficacité est à ce point primordial aussi. Et du coup, c'est pour ça qu'à l'inverse, c'est vrai que des joueurs pas efficaces, finalement, ça pénalise l'équipe. Et c'est quelque chose qu'on voit pas forcément de suite dans un total de points par match. Parce qu'on se dit, bah oui, mais il a mis ses 35 points, il a fait le boulot. Mais s'il a mobilisé pas mal de possessions pour le faire, bah, ça fait d'autant moins de chances pour l'équipe en tant qu'entité complète de mettre des points. Et donc, ça fait moins de chances de gagner le match au final, quoi. Est-ce que ça se joue ailleurs aussi sur d'autres critères? On a beaucoup parlé du scoring là en l'état. Je pense notamment à l'assist ratio peut-être, avec cette idée que voilà, le nombre d'assists bruts peut sembler plus ou moins élevé, mais ça peut être aussi corrélé au nombre de temps que le joueur possède le ballon et à quel point en fait il va distribuer efficacement. Est-ce qu'on retrouve cette idée d'efficacité ou est-ce qu'il y a des biais ou des choses parce que moi je suis très loin d'être expert au niveau stats, donc j'utilise ça avec parcimonie et en mettant toujours beaucoup de guillemets. Est-ce qu'il y a d'autres endroits du jeu comme ça qu'on peut peut-être approfondir un petit peu plus encore? Je vais te laisser la parole, mais c'est vrai qu'il y a un peu ce même truc, effectivement, si quand même pas au point, je trouve, du scoring. C'est-à-dire que c'est quand même assez intéressant de regarder au niveau de l'assist, et donc ce dont on parle, hein, notamment, le fameux assist ratio. Alors, il y a plusieurs formes qu'on peut trouver. Alors, sur NBA.com, ils nous présentent ça comme des assists par 100 possessions où le joueur a la balle. Donc ça, c'est assez intuitif comme stat. Ça nous dit, par exemple, tel joueur fait 25 assists par 100 fois où il a la balle. Donc c'est pas mal. Après, tu as un ratio qui est plus un ratio mathématique sans unité, finalement, où on divise le pourcentage, l'assist percentage par l'usage percentage. Bref, en français, le nombre de fois un joueur fait la passe par rapport au nombre de fois où il a la balle. C'est vrai que voilà, il y a aussi comme tu dis, ce truc de oui, forcément, qu'est-ce que ça vaut 8 assists par match? Finalement, ça ne dit rien ça dit pas grand chose. En tout cas, ça dit pas tout, malheureusement. Et 8 assists pour un mec qui tient toujours le ballon, mais qui croque un peu, bah oui, mais comme il tient tellement toujours le ballon qu'il va finir par les faire, ces 8 assists. C'est pas la même chose que quelqu'un qui est très dans le flow du jeu, très altruiste, qui apporte de la valeur en tant que connecteur, en tant que lien offensif par son passing, qui fait des extra passes très rapides, etc. Pas du tout la même chose. Et c'est pour ça que du coup on a bien regardé ce ratio, comme tu dis, un peu comme pour le scoring, cette efficacité entre guillemets au niveau des assists. Mais c'est vrai que moi j'y accorde un peu moins d'importance, et surtout dans la course au MVP, dans le sens où et FD pourra dire ce qu'il en pense, mais moi je l'utilise plutôt pour des joueurs peut-être un peu plus mineurs, pour déceler des tendances sur des joueurs qu'on connaît moins. Et c'est vrai que pour la course au MVP, voilà, pour citer quelques noms, comment dire, faire la différence entre Nikola Jokic ou Antetokounmpo ou Joel Embiid ou Luka Doncic, on les connaît bien, quoi. On les connaît bien, on connaît un peu la tendance à distribuer le jeu par rapport à leur tendance à prendre des tirs. Donc c'est une stat très intéressante, je trouve, de manière générale. Mais c'est vrai que pour la course MVP, on connaît tellement les mecs que c'est une information qui est un peu superflue, quoi. Ouais, je te rejoins absolument sur cette idée de connexion. On cherche des role players qui sont capables de faire beaucoup de passes décisives, ou en tout cas beaucoup de bonnes passes, sur un nombre de possessions qui sont limitées. C'est ce que tu disais sur cette idée de connecteur. Et par exemple, pour la course au MVP, là où ça peut être intéressant, c'est justement pondérer, ou en tout cas mettre une petite nuance sur les gros volumes de passes décisives qu'on peut avoir par certains candidats. Luka Doncic par exemple, ou Trae Young. On parlait de cette relation entre usage percentage et assist percentage. J'ai deux données là-dessus. Doncic et Trae Young, c'est 45 et 44% d'assist percentage. Mais ils ont tous les deux un usage percentage de 36 et 32. Donc ils font énormément de passes décisives parce qu'ils ont énormément la balle. Troisième en NBA à cet assist percentage, c'est Chris Paul, qui est à 43%, mais il a 20% d'usage rate, donc presque un tiers de moins que Doncic et Trae Young. C'est-à-dire qu'il a la balle en main un tiers de moins de possession, mais il fait presque le même nombre de passes décisives. Et donc ça permet de mettre un petit peu en relation, ou en tout cas de pondérer ces chiffres bruts pour Doncic et Trae Young. Mais après, comme tu disais, on connaît leur style de jeu, donc ça, il n'y a pas de souci, mais ça permet quand même d'introduire une nuance. Et puis c'est intéressant parce que ça me permet aussi de rebondir et de mettre un petit caveat sur la discussion par rapport à, surtout au début de cette discussion, c'est parfait, pour dire que de toute façon,
Encore une fois, l'analyse statistique, on n'est pas là pour juste en fait rester comme le cliché en fait voudrait que les stats aides soient, c'est-à-dire des gens qui ne regardent que des chiffres mathématiquement, comptablement, etc. Et en fait non, ça lie toujours à la vision du jeu. Ça c'est du vrai, terrain. ça c'est vrai par contre. Hein. Moi j'ai pas regardé un match de la saison, je regarde plus les matchs de la série. Guillaume, c'est voilà, le mec qui ne regarde pas une seule seconde de... Et d'ailleurs tu passes des highlights au hasard en réalité. Mais J'ai programmé un bot. robot. Donc forcément c'est une analyse qui s'ajoute avec la vision du terrain, etc. et de ce qu'on voit des matchs bien évidemment, et il faut pas décorréler les deux, et il faut pas être tombé dans ce cliché aussi de penser que parce qu'on analyse le point de vue statistique, etc. de manière approfondie, on ne regarde pas non plus le jeu. En fait c'est des choses qui s'allient vachement. Et c'est aussi voilà, en comparaison des deux qu'on peut commencer à se faire des idées, etc. Mais si on a parti... Surtout il faut bien comprendre, enfin, pour rebondir sur ton point, que Ouais. limite ne nous faites pas confiance. Enfin, ne faites confiance à Ouais. personne si vous voulez, parce qu'en fait, les statistiques, ce sont il y a certains faits, il y a certains faits factuels, mais les stats, souvent, il y a beaucoup d'interprétations. Donc il y aura autant d'interprétations des stats qu'il y a de gens qui analysent la NBA. Donc finalement, moi je pense de bonne foi certaines choses, mais je serai sans doute parfois dans le faux parce que j'interprète certains chiffres de la mauvaise manière, parfois de la bonne manière, exactement pareil pour vous, etc. etc. Et même, voilà, c'est pas quelque chose qu'on présente comme une vérité en fait. C'est vraiment des outils qui nous aident à mesurer certaines choses qui se passent sur le terrain. C'est parce que notre cerveau, il est pas bien fait, il est pas fait pour comprendre des concepts mathématiques, il est pas fait pour comprendre des gros chiffres, il est pas fait pour retenir les 10 000 actions qu'on va voir pendant la saison. Notre cerveau, il fait un filtrage et qui du coup est parfois très biaisé selon les personnes. Enfin, c'est pas comment dire. J'accuse personne, hein, c'est notre cerveau qui parfois est très différent de l'un à l'autre, quoi. Bon bref, tout ça pour dire aussi que voilà, les stats ça peut être factuel, mais ce n'est pas la vérité. Et donc c'est vrai que tout le monde fait un peu une interprétation. Donc faut pas penser que effectivement c'est quelque chose de en soi comment dire de vrai dans l'absolu. Non, on fait chacun notre interprétation, et je pense même que nous entre nous, on est tous un peu férus de stats, mais on place le curseur de l'importance de certains critères par rapport à d'autres de manière très différente, par exemple. Enfin, je le pense. Hein. Ouais. Et ça revient un petit peu aussi à l'importance de ce qu'on avait dit par rapport aux critères, de bien connaître les siens pour pouvoir ensuite discuter d'un pied à égalité ou non et de voir les différences de critères potentiels. Et ça change potentiellement toutes les discussions. Vous avez parlé d'efficacité, on a parlé un petit peu de playmaking avec cet assist ratio, etc. Il y a pas mal aussi alors pas dans cette course-là, on a moins entendu, je trouve qu'on entend beaucoup moins cette saison l'aspect défensif du terrain qui joue. Par contre, ça a pu être le cas dans d'autres courses au MVP où on a pu vraiment faire la différence entre certains candidats, ou en tout cas il y avait vraiment du storytelling sur oui mais un tel est quand même beaucoup moins fort défensivement, etc. Est-ce que son offense arrive à compenser ce manquement par rapport à l'autre candidat, etc. Finalement, on entend beaucoup parler de l'aspect offensif du terrain. Est-ce que l'aspect défensif est pas dans la course un petit peu en deçà FD? Je sais pas ce que t'en penses. Et est-ce que du coup, il y a des stats qui peuvent potentiellement amener plus en lumière ce côté-là du terrain, mais j'ai l'impression que du point de vue stats défensif, c'est un petit peu plus flou, encore un petit peu plus difficile d'interprétation. Ouais, pour revenir sur ton premier point, comme quoi on parle moins de la défense, c'est vrai, mais c'est aussi vrai parce qu'on a 3 candidats, et encore, je parle de mon triumvirate, Jokic, Embiid, Giannis, mais qui cette année affichent tous les 3 un niveau défensif à différents degrés, mais voilà, tous les 3 individuellement très forts. Donc c'est vrai qu'on va pas utiliser la défense pour les départager, ou en tout cas moins qu'on aurait pu le faire dans des courses au MVP précédentes. C'est vrai que sur les mesures et les statistiques défensives, c'est un petit peu le grand débat et la grande aventure des statisticiens NBA, qui d'ailleurs, que ce soit en open access ou bien à l'intérieur des front office, qu'est-ce qu'on peut avoir comme mesure plus avancée que les seuls blocs, block percentage, steal percentage. Et après, voilà, maintenant on a ces tracking data qui nous permettent de voir le nombre de contestations de tirs, le nombre de rebonds défensifs qui sont pris de manière contestée. Et ces tracking data ont amené beaucoup de nouveaux outils, mais qui sont encore, et ça Guillaume, tu me confirmeras peut-être, mais c'est encore des outils qui ont beaucoup de bruit statistique, notamment les stats de match-up qu'on peut trouver sur NBA.com stats. Ces stats de match-up qui sont
en l'état presque inutilisable parce qu'elles ont énormément de bruit statistique. Et c'est très compliqué en fait pour les algorithmes de comprendre comment la défense fonctionne parce qu'elle est de fait de plus en plus collective. Donc c'est vrai que ces mesures et ces statistiques défensives ne sont pas encore au niveau, je trouve, des statistiques qu'on peut avoir du côté offensif du terrain. C'est vrai que c'est le gros challenge, c'est que pour le coup, autant en attaque, on arrive à développer pas mal de stats intéressantes parce qu'on voit ce qui se passe, on a des mesures très concrètes finalement. Est-ce que le tir il rentre ou pas? Quand tel joueur fait telle action, est-ce que le tir rentre ou pas? On arrive à le mesurer. Autant c'est vrai qu'en défense, on n'a pas ce genre de fait qui tombe automatiquement sur un tableur Excel justement de manière automatique et sans qu'on ait à trop bosser. Le savoir est-ce qu'un joueur traverse bien l'écran, savoir. Puis parfois ça se joue à des détails encore plus petits que ça finalement. Le timing sur une rotation. Déjà, il faudrait qu'on ait des gens qui analysent ça et qui soient compétents pour l'analyser. Et même parmi les gens compétents, parfois tu peux trouver un coach ou un assistant coach qui va dire non, mais là il aurait dû faire ça et là il aurait dû faire ça. Et il y en a un autre qui va te dire non, mais là il est en 3 secondes, enfin une fraction de seconde en retard sur la rotation. Et l'autre il va dire non, c'est pas de sa faute, etc. etc. Donc c'est quand même sujet à beaucoup plus d'interprétation parce qu'on n'arrive pas à mesurer autant de choses qu'on voudrait. C'est un peu le gros problème des stats et de la défense, c'est que effectivement, on a ces trucs d'interception et de bloc et qui sont une partie, je pense, infime de ce que peut être l'impact d'un joueur, quoi, finalement. Et la solution qu'on a, comme dirait Roland Courbis, à défaut d'être la meilleure solution, c'est peut-être la moins mauvaise, c'est d'essayer de capturer ça, la valeur d'un joueur, de par les performances de l'équipe, finalement, quand ce joueur est sur le terrain. Donc c'est là qu'on arrive sur des fameux stades de on-off, quand il est sur le terrain ou pas, des stats de net rating donc, ou de defensive rating, à quel point est-ce que l'équipe est bonne quand lui est sur le terrain. C'est le moins pire qu'on ait pu faire finalement. C'est pas une solution parfaite, mais c'est le moins pire. Mais c'est vrai que ça a quand même beaucoup de défauts parce que très clairement en fait le chiffre qu'on va avoir à la fin, c'est le chiffre de l'équipe. Ou en tout cas c'est le chiffre où il y a les autres joueurs sont sur le terrain et leurs interactions à eux, leur niveau à eux va rentrer en compte dans la stat, quoi. Donc typiquement on prend un même arrière, n'importe quel arrière, tu le mets dans la défense de Boston actuellement, ou alors le même arrière tu le mets dans la défense de je sais pas moi d'Orlando, il va faire la même chose sur le terrain, il aura des stats qui sont très différentes, alors que c'est le même joueur qui fait les mêmes choses. Donc c'est vrai que c'est très imparfait. Là-dessus c'est vrai aussi que je parlais de stats qui ne sont pas une vérité mais une interprétation. Tu vois, là-dessus aussi c'est un endroit où même les gens qui sont très férus de stats se déchirent un peu, en tout cas n'ont pas du tout les mêmes avis. Moi, je suis plutôt du côté de dire on n'y touche pas trop, en tout cas, on fait très attention parce qu'il y a beaucoup trop d'interférences et que ce genre de stats sont pas très précises. Il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus enclins à utiliser ce genre de stats. Donc voilà, c'est encore une fois totalement question d'interprétation, quoi, finalement. Oui, et tu m'offres un pont parfait alors que Jérémy dans le chat nous dit que tu cites souvent quand même Roland Courbis. Mais j'ai pensé à lui, oui, c'est vrai que je l'ai fait avec un podcast avec Jérémy, effectivement. Et qu'on vous invite à aller voir, bien sûr. D'ailleurs, je lancerai ensuite, quand je l'aurai lancé mes comparses sur une autre idée, je vous lancerai dans le chat le lien vers le Basket Lab de Guillaume, que je vous invite bien évidemment à écouter. Tu me fais une transition parfaite en fait vers peut-être une autre béquille qu'on a et qui revient systématiquement dans le débat et qui pose un problème quand même philosophique de juger collectivement un joueur, enfin sur un critère collectif, un joueur individuellement, ce qui n'a pas forcément de sens. C'est le bilan. Le bilan, c'est un des critères qui revient constamment et sur lequel on a pas mal débattu, mine de rien, les 2 premiers épisodes de cette série. Et derrière ce bilan collectif, il y a certainement l'idée de mesurer l'impact d'un joueur sur les résultats de son équipe. Et tu parlais du coup de net rating, de plus-minus, de on-off, etc. Et après, si on veut revenir à ces net rating ou ces stats on-off, comme en parlait Guillaume, il y a aussi cet aspect qu'elles sont très, j'appelle ça backup dépendantes. Il y a l'exemple parfait avec Rudy Gobert, par exemple. L'année dernière, il avait les meilleures statistiques défensives parce qu'il avait un backup qui était Derrick Favors. Donc la différence de la défense du Jazz quand Rudy Gobert était sur le terrain était monstrueuse par rapport à la défense du Jazz quand Derrick Favors était sur le terrain. On comprend assez facilement parce que voilà, Derrick Favors apportait plus de l'attaque, mais arrivé avec un trade-off défensif. Cette année, son backup, c'est Hassan Whiteside, qui s'est, voilà, on va dire,
qui est beaucoup mieux défensivement qu'il avait pu l'être dans d'autres contextes. Et donc maintenant, l'impact de Rudy Gobert n'est que plus 6. Donc en fait, il aurait divisé par 2 son niveau défensif. Donc voilà, c'est toujours une question de contexte par rapport à ces stats on-off. Finalement, tu t'es pénalisé si t'as un bon backup, quoi, finalement, dans ces stats-là, quoi. Exactement. Exactement. Et puis j'avais cet exemple, j'ai écrit un article sur Mitchell Robinson récemment sur QI Basket. Mitchell Robinson, qui, je pense qu'à l'eye test, on peut aisément comprendre qu'il est un défenseur au moins positif, mais qui finalement a un on-off nul, voire négatif. Parce que ces backups ont un rôle et une efficacité assez semblables dans le rôle qu'on leur demande. C'est-à-dire jouer en drop sous Tom Thibodeau. Que vous ayez Mitchell Robinson, je suis un peu réducteur, mais que vous ayez Mitchell Robinson, Nerlens Noel ou Jericho Smith, vous allez avoir une défense collective. En tout cas, votre poste 5 ne va pas tant changer votre efficacité collective. Et puis là, j'ai envie de quand même citer Jérémy qui parle souvent de Ja Morant. Oui. Et c'est vraiment l'occasion d'une grosse private joke chez nous à QB Basket, mais il y a quand même, pour Memphis, il y a aussi beaucoup ça, c'est que le plus-minus le banc, ils ont un excellent banc, les Grizzlies, cette saison, et donc du coup, en fait, le plus-moins des titulaires, en fait, ça en ressent tout simplement parce que, une fois qu'ils sont remplacés, l'équipe ne perd pas forcément beaucoup au change, voire pas du tout. Donc du coup, ça explique aussi beaucoup. Même avec le meilleur meneur backup de NBA, on peut le dire clairement. C'est aussi pour ça que l'écart est comblé quand lui n'est pas là. Voilà, donc ça c'est pour toi Jérémy. Et Cam, j'attends le chèque bien sûr tout à l'heure à la contrat. Oui Guillaume, mais c'est vrai que pour revenir sur la question des bilans collectifs, du coup, c'est vrai que moi j'ai pas de problème avec ça. Encore une fois, je veux dire, chacun peut décider de qui est son MVP ou qui devrait être le MVP, pas de problème. Après, je pense que ça part du principe que, de la supposition en tout cas, que le joueur est censé élever le niveau de son équipe. Clairement, je pense que les gens qui sortent cet argument du bilan collectif partent de ce principe que, la star, de toute façon, elle est censée élever le niveau de ton équipe. Or, je suis d'accord dans le fond avec cette théorie, évidemment. C'est le but du basket et c'est le but d'être un bon joueur, c'est d'avoir une bonne valeur et d'améliorer ton équipe, on est d'accord. Mais je trouve que ça sous-estime un peu trop à quel point le contexte, justement, à quel point il peut y avoir des variations de contexte. Et là, on va à MVP 2022, à Nikola Jokic. C'est vrai que cette année, pardon, j'ai pas pu m'empêcher. Ah non, mais voilà, tu es en l'exemple est assez frappant où l'équipe est quand même très mauvaise en dessous. Autour de lui, pardon. Et c'est vrai que si tu devais comparer le supporting cast de Denver au supporting cast des équipes qui sont au-dessus, en fait, il n'y a pas photo. Et même le meilleur joueur offensif de l'histoire, ou pas loin, un très très bon joueur, etc., il ne pourrait pas à lui seul élever à ce point un très bon, un effectif mauvais, il ne pourrait pas l'élever au point d'être top 3. Et c'est vrai que c'est un peu, du coup, pour répondre à ta question de manière un peu précise, c'est vrai que parfois les gens qui sont un peu en mode un peu trop fixe sur le critère de mais non, il faut que ce soit top 3, il faut que ce soit top 4 absolument de la conférence, sinon ça marche pas. C'est vrai que je suis totalement d'accord avec leur idée. Je suis d'accord avec l'idée que le meilleur joueur est censé élever le niveau de l'équipe et donc forcément le bilan collectif, on est d'accord. Et je serais peut-être un peu plus souple sur le à quel point est-ce qu'on doit réduire la marge à top 2, top 3 de conférence. Moi, j'irais peut-être un peu plus loin, justement parce que tu peux très bien avoir un joueur qui ajoute plus de valeur que n'importe qui et qui fait passer d'une équipe très pauvre, très mauvaise à juste une bonne équipe, là où tu as d'autres candidats qui feraient passer d'une très bonne équipe à excellente, mais finalement avec un impact individuel moins grand que le premier cas. Et donc on est encore une fois d'accord pour dire que il peut y avoir un joueur qui est dans une très bonne équipe et élève quand même le plafond de cette équipe. Encore une petite punchline contre Jérémy. Tu m'as offert aussi encore une autre transition sur l'aspect justement des joueurs qui élèvent le plafond de leur équipe. On a beaucoup récemment quand même les profils héliocentriques en tête et peut-être sans aller jusque-là ou en prenant une acception un peu plus large du terme pour ne pas rentrer dans l'héliocentrisme pur, des joueurs en tout cas qui souvent sont capables de tout faire, que ce soit au scoring mais aussi au playmaking
Et je me demandais en fait s'il n'y avait pas un profil qui était en train de se dessiner, un peu un profil type de MVP, et on peut voir aussi le nombre d'ailiers par exemple dans cette course-là, et nouvellement les pivots. Et bon, on peut estimer Giannis entre les deux positions, même si voilà, encore une fois, les positions aujourd'hui, c'est un tout autre débat. Mais malgré tout, est-ce que il n'y a pas des profils qui rentreraient pas forcément dans cette catégorie, qui n'aurait pas cette capacité de playmaking aussi élaborée, aussi développée, des profils qui seraient peut-être plus unidimensionnels, que ce soit dans le scoring, ou alors à l'inverse, qui soient très playmaker, un peu à la Chris Paul, mais qui soient peut-être moins dans le scoring, en termes de volume notamment, parce que bon, en termes d'efficacité, la saison de Chris Paul, c'est incroyable, exceptionnel au mid-range. Est-ce que les profils plus unidimensionnels ne sont pas pénalisés dans cette course et dans cet aspect d'impact, quand bien même dans un jeu collectif, l'équipe ne pourrait ne pas avoir besoin pour briller d'un joueur plus héliocentrique. Je te renvoie la balle du coup, Guillaume, là-dessus. Alors, pour moi, il y a deux questions différentes, deux conversations. Il y a est-ce que c'est bien d'avoir un joueur héliocentrique ou pas? Et là-dessus, c'est vrai que je pense qu'on est un peu en train de revenir là-dessus, où pendant quelques années, on était un peu dans ce mode-là, de trouver ce joueur-là. Un peu le modèle LeBron James ou James Harden ou maintenant Luka Doncic, etc. On peut se poser la question, est-ce que finalement il vaut mieux un joueur héliocentrique, donc autour de qui tout va tourner, est-ce qu'il vaut mieux ça, ou bien plutôt avoir 2 ou 3 très bons créateurs, pas forcément héliocentriques, mais de très bon niveau? Je pense qu'il y a certains cas où on est un peu en train de revenir vers là. Donc ça, c'est le premier point. Mais le deuxième, c'est vrai que quand on mesure, du coup, pour la course MVP, on essaie de mesurer l'impact d'un joueur. Si tu as un joueur, entre guillemets, héliocentrique qui influe sur le jeu de plus grande manière, parce qu'il a plus de ballons, on est un peu obligé de prendre les choses comme elles sont, quoi, finalement. On peut se dire, encore une fois, première conversation, on peut se dire, c'est pas forcément top de construire son équipe comme ça. Est-ce que, voilà, on peut trouver d'autres manières de faire? Est-ce que ça n'a pas plus de valeur de faire autrement? Ok. Bon, sur le MVP, du coup, je trouve qu'on est un peu obligé de dire, bon, en l'état, lui, il touche tant de ballons, il apporte tant de valeur sur ses ballons, forcément, ça a plus de valeur que ce joueur-là qui apporte tant, mais sur un nombre de ballons quand même bien moins grand, quoi. Et tu parles de DeMar DeRozan, par exemple, ou je sais pas moi, ou dans la d'autres, mais même Devin Booker. Oui, on n'est pas obligé de préférer Luka Doncic à Devin Booker, mais c'est vrai que mine de rien, en termes d'impact et donc en termes de nombre de ballons qui touchent, d'influence dans le jeu, c'est vrai que en fait mécaniquement, je trouve qu'un joueur héliocentrique va avoir mécaniquement plus d'opportunités, d'avoir de l'impact et donc d'avoir une valeur plus grande au final. Je sais pas, je m'exprime très bien. Non, si, moi en tout cas c'est assez clair pour moi. FD, est-ce que tu as ajouté des choses là-dessus? Moi, ça sera un petit peu dans mes comment on dit, dans mes critères pour le MVP, donc je vais pas trop m'avancer là-dessus, mais il y a aussi cet exemple, enfin il y a aussi cet aspect que en fait, pour l'instant, on n'a pas encore vu une équipe gagner un titre avec un système héliocentrique. À moins de... Non, parce que LeBron James, quand il gagne Cleveland, il n'est pas encore dans ce moule héliocentrique. En tout cas, de ce dont je me souviens. Donc forcément, on imagine encore ce modèle héliocentrique qui a émergé depuis ces 5 dernières années, pas comme un système qui peut t'amener au bout, et donc forcément qu'il y a un plafond de verre pour l'instant. Maintenant, voilà, il suffirait que, je sais pas, Luka Doncic amène une équipe au titre comme ça, il suffirait que Trae Young, peut-être pas Atlanta, mais voilà. En fait, à partir du moment où ce système, s'il fonctionne, on pourrait très bien changer un petit peu d'état d'esprit. J'ai un peu l'idée selon laquelle on ne pouvait pas gagner avec un stretch fort tant que Dirk Nowitzki n'avait pas gagné le titre. Il y a un petit peu cet exemple ce changement de mentalité par l'exemple. Oui, il y avait même en 2015, quand les Warriors gagnent leur premier titre, juste avant, il y a encore des gens qui disent une équipe de jump shooter ne peut pas gagner un titre en 2015. Exactement. Donc sur l'héliocentrisme, pour l'instant, je pense que le plafond sera établi par la qualité des coéquipiers. Même si voilà, il faut un talent générationnel, Luka Doncic en est un. Et si Luka Doncic arrive à aller au bout avec ce profil d'héliocentrisme, à ce moment-là, peut-être qu'on changera de fusil d'épaule. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on regarde les prétendants au titre, que ce soit les Suns, que ce soit les Bucks, on est un peu retourné à un modèle d'attaque plus partagé sur l'ensemble des 5 postes et de variété offensive. J'ai juste rajouté que pourquoi est-ce qu'on est arrivé à beaucoup aimer ce modèle-là
joueur, comme on dit, héliocentrique autour de qui tourne toute une attaque, ça part quand même du constat qu'en playoff, finalement, tu as besoin de joueurs qui, balle en main, peuvent être proactifs, donc balle en main, attaquer une défense frontalement et prendre des décisions. Et ça c'est vrai que c'est indispensable d'avoir ça dans l'évolution du jeu qu'on a eu depuis 10-15 ans, voire même c'était déjà le cas avant, mais c'est vrai que d'autant plus depuis 10 ans, où on a besoin d'avoir ce profil-là en playoff contre des défenses d'élite, qui est capable encore de créer des décalages, de créer du jeu, de prendre des décisions, et en plus d'être un scoreur de bon niveau. Donc ça part de là, de ce constat, et du coup on s'est dit, bon, puisqu'il nous faut un joueur qui faut ça, quand on l'a, on va lui filer tous les ballons, quoi, finalement. Et c'est un peu ce qui arrive avec Trae Young, c'est un peu ce qui arrive avec Luka Doncic. Ils ont ce profil-là ultime, James Harden évidemment. Du coup, leurs équipes, elles ont dit, ok, on leur file tous les ballons, quoi. C'est vrai que pour revenir un peu sur la nuance de FD, c'est vrai que du coup, on n'a pas eu d'équipe qui a gagné le titre avec des joueurs héliocentriques dans les faits, avec un énorme usage. Et c'est vrai que voilà, on a quand même eu des équipes, c'est plutôt en mode 2 joueurs à gros volume qui peuvent avoir ce rôle proactif, ce rôle de porteur de balle principal. Les Cavs, LeBron James, ok, mais il y avait aussi Irving qui pouvait le faire de temps en temps aussi, voire même plus que de temps en temps, etc. Les Warriors, n'en parlons pas. Voilà, il y a ce truc de... C'est vrai que pour un joueur, pourquoi est-ce qu'on s'est développé comme ça? Parce qu'en fait, ça part du principe qu'on veut un porteur de balle principal qui est capable de créer du jeu face à des défenses d'élite. Et certaines équipes ont dit, une fois qu'on l'a trouvé, on lui donne tous les ballons, quoi. Mais c'est vrai que ça a quand même certains défauts en termes de perte de balles, ça a des défauts en termes même de fatigue en fin de saison. On peut voir ça parfois. Ça a des défauts stratégiques aussi. Si tu n'as qu'une seule arme offensive viable, en défense, les playoffs, elle se concentre un peu sur lui. Et du coup, le reste de l'équipe, il n'y a pas le talent, quoi. En tout cas, elle n'a pas été construite pour répondre à ça. C'est un peu le problème souvent qu'a eu Houston, par exemple. Ouais. Bref, c'est vrai que, encore une fois, il y a deux conversations différentes, mais en ce qui concerne l'impact final pour une course MVP, du coup, moi, je peux pas passer outre le fait que, malgré tout ce qu'on peut dire, même si on peut remettre en cause ce rôle-là, même si on peut choisir de construire différemment, on peut pas nier qu'ils gèrent tellement de ballons que, en fait, de facto, ils ont un impact sur tellement de ballons que ce sera plus grand que quelqu'un qui a un usage de 20%, quoi, finalement. Du coup, c'est vrai que dans l'impact, on est quand même d'accord pour dire que, en termes d'impact, et si on en fait un critère principal vraiment d'impact, mathématiquement, quand même, l'héliocentrisme favorise cela, du coup. Oui, je pense. Okay. Par rapport tout à l'heure à la question de l'attaque versus la défense, du coup, je peux rebondir là-dessus. Vas-y. Aussi, ce qu'on appelle un peu l'héliocentrisme défensif. Ouais. Donc, un système défensif qui tourne tout autour d'un seul joueur. Ça existe aussi. Alors, ça va pas être dans les mêmes proportions, évidemment, qu'en attaque, parce qu'en défense, tu n'es pas proactif. Tu ne choisis pas où va le ballon ou que fait l'adversaire. Donc, tu peux essayer un peu d'être là où va être l'action, mais tu ne peux pas précisément placer de manière sûre un joueur dans tel endroit pour savoir que... Enfin bref, voilà, vous avez compris. C'est vrai que le meilleur exemple de centrisme défensif qu'on a aujourd'hui, c'est Rudy Gobert. C'est très clairement Rudy Gobert. Plus que d'autres systèmes en drop, par exemple à Milwaukee, on voit que les schémas tactiques de Utah, c'est justement très peu d'aide agressive autour de Rudy Gobert, et en gros, on laisse tout le monde venir s'empaler sur Rudy Gobert au cercle. En tout cas, tout dépend beaucoup plus de Rudy Gobert que dans d'autres systèmes en drop, où tu peux avoir beaucoup plus de rotation un peu qui vont venir compenser à droite à gauche sur des drives, sur des pick and roll, etc. Donc on est vraiment dans le cas avec Gobert d'un héliocentrisme défensif aussi. Pourquoi est-ce que du coup, lui, on ne le considère pas dans la course MVP? Et du coup, ça me permet de rebondir sur cette question de l'attaque versus défense. Je pense, alors peut-être que tu me diras, il y a une question de biais, hein. Peut-être qu'effectivement, on devrait le considérer, mais je pense quand même que ce n'est que mon avis, c'est qu'une interprétation, mais non pas que l'attaque soit plus importante que la défense en basket, d'un point de vue collectif, évidemment. Pour gagner le titre, en général, c'est top 5 dans les deux catégories. Et c'est vrai qu'à l'échelle individuelle, l'individu a forcément plus de valeur en attaque qu'en défense, pour la simple bonne raison, encore une fois, que en attaque, tu es proactif, tu peux prendre autant de tirs que tu veux, tu peux avoir le ballon autant de fois que tu veux. En défense, tu n'es pas proactif. Et donc forcément, ton influence, elle est bien moindre qu'en attaque. C'est pour ça que basket, attaque égale défense sur le même plan, je pense. Quoique on pourrait ça même on pourrait un peu en discuter. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à l'échelle individuelle, on a clairement la défense qui est un peu moins
importante, ou en tout cas qui a moins d'impact d'un point de vue individuel que l'attaque, parce que très simplement en défense tu dépends aussi des joueurs à côté de toi, quoi. Donc puis il y a aussi un nombre de ballons beaucoup moindre que tu peux affecter. Donc c'est aussi pour ça que ce fameux héliocentrisme qu'on peut aussi transposer de l'autre côté, l'héliocentrisme défensif, pour se dire pourquoi est-ce qu'on n'a pas Rudy Gobert candidat MVP. Je pense que c'est un peu aussi pour ça. C'est un peu pour ça. Je pense que c'est un des meilleurs défenseurs de NBA et du coup un des meilleurs joueurs de NBA. Est-ce qu'on irait jusqu'à dire que son impact c'est le même qu'un créateur offensif, le même héliocentrisme et en attaque? Je pense pas, mais peut-être aura un avis différent d'ailleurs. Non, je suis assez d'accord avec ça. Je pense que... Alors, il y a ça, et puis j'ajouterais moi surtout une chose aussi, c'est que mine de rien, en fait, il y a un trophée en fait de défenseur de l'année, et je pense que ça joue beaucoup en fait dans la tête des gens, dans le sens où du coup ça ferait doublon, et je pense que ça aussi explique un petit peu l'aspect MVP peut-être plus orienté offensif. Un peu bien d'ailleurs, parce que oui, tu vois, moi je serais totalement pour faire un trophée de meilleur joueur offensif et meilleur défenseur, quoi, finalement. Il me semble que c'est en NFL, il me semble que c'est... En NFL, il y a ça, mais il y a aussi le MVP. Ok, d'accord, donc il y a les deux et le MVP. Joueur offensif et défensif, ouais. Donc ce serait joueur offensif, joueur défensif et two-way player, en fait. Alors de facto, alors ça fait 2-3 ans que j'ai un peu décroché la NFL, mais de facto, je me souvenais que en gros, le MVP, ça restait le MVP, et que le joueur offensif de l'année, ça apportait un peu de variation, quoi. Ok, d'accord. Je crois que, je dis pas de dire bêtises, mais l'année où Peyton Manning et Adrian Peterson sont un peu au coude à coude, il y en a un qui a le MVP, et l'autre qui a le joueur offensif de l'année. Voilà. Mais c'est vrai que dans les faits, on pourrait totalement se dire, et là on laisse un peu de côté la NBA, la réalité de la NBA, qui de toute façon on va y venir, mais elle-même ne veut pas définir nos critères ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que dans l'absolu, on pourrait totalement inventer un trophée, ou nous-mêmes décerner un trophée de joueur offensif, au même titre que défensif, quoi, finalement. Complètement. Et en plus, ce serait un vaste débat que de pouvoir justement polariser ou pondérer les deux en se disant finalement lequel a le plus d'importance. C'est vrai que moi, c'est les gars de Dunk Hebdo d'ailleurs, on fait le big up à Tom qui est dans le chat, et je sais regardera plus le replay, mais qui souvent ont tendance à pondérer la défense un tout petit peu en dessous en se disant qu'en fait offensivement tu peux toujours trouver une clé ou un moyen de passer outre. Je pense que c'est d'autant plus vrai collectivement, parce que c'est vrai que on l'a vu avec le Jazz, et même si vous avez fait un super épisode là-dessus sur Rudy Gobert, qui est peut-être pas apprécié à sa juste valeur, ou en tout cas peut-être un petit peu sous-estimé dans son apport, malgré tout en fait offensivement il y a toujours, je trouve, en fait des façons de potentiel match-up de réussir à le jouer, et je trouve qu'en fait l'adaptation en playoff se joue souvent à réaction, et dans les possibilités offensives en fait je trouve sont toujours plus grandes que les possibilités défensives. J'ai l'impression qu'en fait c'est rare les équipes qui défensivement en fait peuvent vraiment offrir une grande palette de choses, et du coup je trouve qu'offensivement il y a quand même plus de choses potentiellement de créer dans ces équipes là, en tout cas dans ces finales dans ces équipes finales. Je sais pas trop si tu me suis. Non, tout à fait. Et puis, tu vois, le fait est aussi que ça permettrait de résoudre certains problèmes, parce que, encore une fois, les stats c'est sympa, moi je fonctionne aux stats, mais à la limite les chiffres on s'en fout, quoi. C'est un peu, c'est une manière de parler de basket, quoi. C'est une manière de dialoguer, c'est une manière de comprendre aussi ce qui se passe sur le terrain, les stats. Et c'est vrai que ça résoudra aussi un problème, encore une fois, de ce que je disais tout à l'heure. Ce n'est que de l'interprétation de chiffres, finalement. Ouais. On a tous un curseur qu'on place différemment entre l'attaque et la défense, très clairement. Donc séparer le meilleur joueur offensif et défensif, ça permettrait de se débarrasser un peu de ce truc où chacun va placer le curseur à des endroits différents, quoi. Parce que clairement, hein, sans vouloir trop rentrer dans le sujet, mais Jokic ou Embiid, l'argument de Embiid, c'est clairement d'être meilleur en défense, par exemple. Ouais. Certains vont le valoriser au point de le mettre au niveau de Jokic ou plus haut. Certains vont dire non, mais ok, il y a un bon impact défensif, mais ça compense pas l'attaque parce que c'est pas pareil, etc. Donc c'est vrai que ça pourrait permettre de résoudre ce problème-là, de à quel point chacun considère un peu l'attaque par rapport à la défense aussi. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, je rebondirais même encore pour aller plus loin là-dessus. Après, je trouve, alors même si bien sûr il y a l'idée de positionless basketball de plus en plus, etc., je trouve qu'il y a quand même des
chose qui marque, c'est-à-dire tout simplement en termes défensifs, t'es un intérieur, t'es un extérieur, je trouve que ça fait quand même beaucoup de différence parce que le premier axe de défense, à mon sens, le plus important, ça reste la protection du cercle. Et en fait, là, par exemple, je trouve que par exemple, sur un pivot, donc Embiid Jokic par exemple, en fait, la comparaison défensive est beaucoup plus néfaste pour Jokic, et dans le sens où il subit plus son poste que sur d'autres postes où je pense le niveau défensif serait peut-être similaire, mais n'aurait pas le même impact en fait dans le jeu, parce que pouvoir protéger l'arceau en fait c'est peut-être beaucoup plus important défensivement, et du coup ça pourrait amener aussi ce genre peut-être de débat un petit peu plus sur le devant de la scène en approfondissant quoi. Ouais, c'est un peu à double tranchant parce que du coup quand Jokic était catastrophique en défense, du coup ok, son niveau quand tu appliquais la pondération par rapport à l'importance du rôle, elle était décuplée, et donc il était d'autant plus mauvais en défense et pénalisant en défense. Du coup, à partir du moment où il s'améliore en défense, comme c'est un peu le cas depuis 2 ans, du coup, sa valeur, elle est également d'autant plus remontée vers le haut. Alors, je dis pas qu'il n'est pas du tout au niveau de Gobert, Embiid, on est d'accord, mais chaque amélioration qu'il fait, de par son rôle, et du coup, ça augmente d'autant plus sa valeur. Je ne sais pas si je suis très clair aussi. Ouais. Et c'est vrai que un truc aussi, on a parlé des stats en on-off ou de nous ça, vu que tu parles de l'importance du poste, c'est vrai que moi je suis pas fan du tout des on-off, je suis pas fan des net ratings, etc. Certains autres férus de stats le seront beaucoup plus, par exemple. Mhm. C'est vrai que l'endroit où c'est le plus pertinent d'utiliser les stats de on-off ou les stats de net rating individualisés à un joueur, c'est sans doute pour des intérieurs défensifs. Pour des intérieurs de manière générale, parce que c'est vrai que c'est là où c'est le poste où la corrélation entre ce que nous dit la stat et l'impact du joueur est le plus grand. Ouais. C'est parce que tout à l'heure, je prenais l'exemple de tu mets l'arrière à Orlando ou à Boston, le même arrière, il n'a pas les mêmes chiffres. Pourtant, c'est vrai que c'est pas du tout la même histoire avec un pivot, évidemment, parce que comme il est impliqué sur plus d'actions, il est plus proche du panier, il peut affecter plus d'actions. C'est là qu'il y a le plus de corrélation, donc c'est là où je trouve que peut-être utiliser du net rating ou des stats en all-in-one défensif, ça peut être intéressant, c'est pour le cas des pivots. Et donc, ça va très bien pour la course d'aujourd'hui, du coup. C'est vrai, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on l'a vu avancer, alors qu'on retrouve FD, ça fait très plaisir. Ouais, salut les gars, désolé, j'ai eu des problèmes technologiques. Non, y a pas de souci. Pour rebondir juste sur le point de Guillaume, tu t'as parlé des stats all-in-one, je sais pas si vous en avez parlé en mon absence, mais c'est quelque chose que je voulais quand même aborder ce soir. Et justement, il y a une stat all-in-one qui essaye justement de pondérer ces différents rôles défensifs notamment, c'est le LeBron. Alors, la stat bien nommée LeBron. Il est partout. De B-Ball Index. Ouais, ils ont fait exprès, parce que je sais pas, c'est un espèce d'acronyme qui n'en est pas vraiment un, où ils ont changé un petit peu les lettres pour réussir à tomber sur LeBron, tout comme 538, Nate Silver a réussi à trouver le Raptor. Pour sa stat all-in-one. Il y a Draymond aussi, je crois, qui existe la stat. Draymond, je le connais pas. Ouais. Draymond, je connais pas. Mais justement, moi, Guillaume, j'aurais bien aimé avoir ton avis sur ces stats all-in-one. Évidemment qu'il faut les utiliser avec parcimonie, mais elles permettent quand même d'apporter un petit peu de contexte, que ce soit sur dont on parlait de cette difficulté d'utiliser les stats on-off parce qu'il y a ça dépend des coéquipiers, mais notamment des backups. Ces stats essayent par des régressions statistiques et des contextualisations de pondérer ces différences, et notamment le LeBron, tu parlais du rôle défensif, le defensive LeBron se veut justement un égalisateur de rôle, et toi j'aimerais bien avoir ton avis sur ces stats all-in-one et notamment le defensive LeBron, puisqu'elles sont de plus en plus utilisées je te coupe, elles sont de plus en plus utilisées justement à face value, donc juste pour dire Jokic est premier au defensive LeBron, il est premier au offensive LeBron, il est premier au Raptor, donc 3 est supérieur à 1 parce que Embiid est meilleur au offensive Raptor, je dis n'importe quoi, donc Jokic doit être premier dans la course du MVP. On voit un petit peu ces arguments statistiques présentés. Alors 3 supérieur à 1, il faudrait quand même qu'on vérifie à la main, quand même. Ça, c'est son interprétation. C'est une interprétation statistique. Si dans le chat, vous pouviez voir dans le chat, ça nous aiderait. Non, c'est vrai. Alors, du coup, c'est vrai que moi, le all-in-one, c'est l'exemple parfait de ce que je dis maintenant 2-3 fois déjà ce soir. C'est pas, les stats ne sont pas une vérité, on n'est pas les gens qui aiment les stats, une bande de geeks devant des tableurs Excel qui sommes tous d'accord. Non. En fait, chacun interprète comme il veut, et c'est vrai que moi, pour le coup, tout ce qui est all-in-one, moi perso, je l'utilise pas trop. J'aime pas trop, mais en fait, c'est là où c'est marrant parce que c'est presque
pour moi, c'est plus une question philosophique, finalement. Est-ce que tu es prêt à vouloir accepter ces stats-là ou les utiliser ou pas, quoi. Ça va au-delà de. Enfin, je trouve que c'est vraiment un choix philosophique d'accepter ou pas les défauts de la stat, de vouloir l'utiliser. Je sais qu'il y a plein d'autres personnes qui aiment plutôt les utiliser plus que moi, d'autres moins que moi encore, etc. Et en tout cas, le point central de tout ça, et là, je peux renvoyer à Seth Partnow, pour le coup, qui est un des meilleurs analystes qu'on ait en NBA, qui est un ancien geek des stats, qui a travaillé dans le front office de Milwaukee, justement, il y a pas longtemps, pendant quelques années, et qui a écrit un bouquin, il y a cette année, 2021, je crois, ou l'an dernier, qui du coup disait, voilà, dans le bouquin, il parle de ça, et dit, faut aussi bien comprendre ce truc que, encore une fois, les stats, c'est une interprétation, et surtout, pour les stats en ligne one, ce sont des stats, il faut bien avoir conscience, qui sont construites par des êtres humains, finalement. Ce sont des données qu'on prend à droite à gauche. Alors on peut parfois les prendre dans les tracking data, les fameuses caméras de mouvement. C'est des stats qu'on peut prendre sur le box score, très simplement, les points, nombre de tirs, passes, etc. Ce sont des stats qu'on peut prendre sur plein d'autres aspects qu'on pourrait collecter. Finalement, à la fin, c'est quand même une personne humaine qui fait l'équation. Et donc ce que Seth Partnow nous dit, il explicite assez longuement dans son chapitre, c'est que voilà, ok, on présente ça comme un chiffre, et donc quand on le voit de but en blanc, on se dit c'est un chiffre, c'est ça, c'est vrai, ou c'est très factuel. Non. Le fait est que derrière ça, il y a quelqu'un qui a pris tel chiffre à tel endroit et a choisi de lui accorder un facteur multiplicateur par 3. Ensuite, il a pris ça, il a dit non, là, celui-là, c'est x2. Ensuite, là, c'est ça, donc, etc. Voilà, je simplifie, mais les équations sont bien plus complexes que ça. Il y a aussi des modèles de régression linéaire, etc. dont on a parlé avec le LeBron. Des outils mathématiques très complexes, évidemment. Mais il faut comprendre que c'est quelque chose qui est construit par un être humain, par des êtres humains. Et notamment la stat qui tourne beaucoup. Pour le coup, qui suit Trey Jokic, déjà à l'époque j'avais fait un podcast pour le dire, c'était en décembre je crois. La stat qui tourne beaucoup de Jokic a le meilleur box plus minus de l'histoire de l'NBA. Ça c'était extraordinaire. Il est devant Jordan, il est devant LeBron, c'est le meilleur de l'histoire de l'NBA. Notamment un des trucs que je dis dans le podcast et qu'on peut très vite vérifier sur Basketball Référence, puisque c'est une stat de Basketball Référence, c'est que finalement tu vois la formule. Le mec te dit, oui, mais finalement, moi, les assists, je les multiplie par 5 pour les pivots et par 2 pour les meneurs, par exemple. Je dis n'importe quoi, mais parce que pour lui, quand t'es meneur, t'es censé faire des passes, donc facteur multiplicateur que par 2 dans son équation, alors que pivot par 5, etc., etc. Il y a plein d'autres exemples comme ça où tu dis, oui, mais forcément, Jokic, qui est un pivot qui fait plein de passes, il a un score de malade, mais est-ce que vraiment une assist qui vient d'un pivot, est-ce que ça vaut 5 fois plus qu'une assist qui vient d'un meneur ? Pas forcément, mais en tout cas, c'est de cette manière que le mec a voulu construire sa stat. Donc, il faut aussi avoir conscience, pour répondre à ta question, quand on regarde ces stats, il faut les prendre de manière très globale, je trouve. Il ne faut pas les pinailler à la virgule près, il ne faut pas pinailler à dire DeRozan, il est à plus 7,6 et Booker, il est à plus 7,8. Je trouve qu'il faut plutôt voir ça comme des ensembles à peu près. Ce joueur-là, il atterrit là, ce joueur-là, il atterrit plutôt dans les 20 premiers, l'autre plutôt dans les 20 derniers, je dis n'importe quoi, mais c'est vrai qu'il ne faut pas être trop précis sur ces stats, parce qu'elles sont construites par des hommes qui sont humains et qui font des décisions totalement arbitraires, finalement. Puis si je peux rebondir parfaitement, parce que j'ai envie de dire, tel Jokic, on reconnaît la patte du playmaker et celui qui sait à peu près naviguer dans les conducteurs, etc. Parce que ça fait 3 fois que Guillaume me fait des passes décisives incroyables pour enchaîner. Madeleine de Proust, c'est Rondo, donc les caviars, j'essaie de m'y mettre. Hein. Voilà, tout est expliqué. Oui, tu parlais justement de ce fameux box plus minus avec Jokic, le plus grand de l'histoire, etc. en début de saison. On a parlé un petit peu dans l'épisode précédent aussi avec Bastien de la comparaison historique et du fait que parfois le nombre de MVP pouvait permettre de classifier des joueurs sur une échelle historique. Alors on n'était pas du tout d'accord avec Bastien, moi je la voyais d'une manière beaucoup plus contextuelle et je trouve que c'est très dangereux de se dire il était meilleur parce que plus de MVP, je trouve que c'est une grosse béquille en réalité, mais je sais que toi justement Guillaume, sur ton épisode avec Jokic et quand on parlait d'efficacité notamment, tu parlais beaucoup dans ce podcast d'outils en fait qui pouvaient permettre, et même dans d'autres d'ailleurs, qui pouvaient permettre de voir par exemple l'efficacité à travers le temps et de se dire
par rapport à une moyenne plus historique, il se situerait plus au-dessus ou plus ou moins au-dessus, etc. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ces outils-là et voir si ça existe plus loin que juste l'aspect, juste entre guillemets, hein, l'aspect efficacité? C'est une bonne question. Alors, pour le coup, sur le coup des les box plus-minus, les all-in-one, tout ça, j'ai pas trop la réponse. Est-ce qu'ils font des régularisations par rapport aux époques? Est-ce qu'ils ajustent il y en a certains qui prennent parfois peut-être les stats par rapport à la moyenne plutôt que les stats brutes. Donc ça, je pourrais pas trop te dire, mais je pense quand même que ça doit être pris en compte, très clairement. Mais c'est vrai que, voilà, comment dire, pour moi, la NBA, enfin, c'est pas pour moi, d'ailleurs, je reprends que des choses que des gens très intelligents m'ont expliqué parce que je suis pas du tout historien. J'ai commencé à regarder la NBA en 2010 et je connais pas trop ce qu'il y a eu avant. Mais c'est vrai que tu regardes les chiffres, des gens t'expliquent que la NBA a changé diamétralement. Et même, je pense qu'on se rend pas compte de quel point la NBA, le jeu NBA 2022 est incroyablement différent même de celui de 2016 ou 2017. C'est vraiment du tout au tout, quoi. On est au paroxysme du spacing, du mouvement, de ce genre de choses. Voilà, même il y a 5 ans, c'était pas ça à ce point. Même il y a 10 ans, encore, je rappelle la cité, mais allez voir la série Boston-Philadelphie de 2012, c'est pas le même jeu, quoi, finalement. Et là, je parle de 2012, et c'était encore pire avant, quoi, finalement. Ou Donc, pour la encore pire. pour la comparaison de Ja Morant d'Eric Rose. Ouais. Aussi Et d'ailleurs, c'est ça, ouais, les défenses que se tapait Derrick Rose. Oui, c'est Ben C'est Taylor, ça, il me ouais. semble, je sais qui en parle dans un podcast. Il faut la regarder Derrick Rose et voir ce qu'il faisait face à des défenses où tu avais constamment deux mecs de plus de 2m10, 2m5 dans la raquette qui l'attendaient. Avec un spacing, avec Taj Gibson et Carlos Boozer presque sur le terrain en même temps, quoi, avec Joakim Noah. L'évolution est drastique et même voilà, que ce soit 10 ans, 5 ans, l'évolution est drastique, effectivement. Vas-y, je t'ai coupé. Non, bah, justement, c'est parfait, parce que du coup, ça me permet de faire la transition que, effectivement, Ben Taylor en parle, et j'étais assez d'accord avec ça. Et que c'est l'exemple parfait. Du coup, il faut aussi essayer d'évaluer par rapport à l'époque et par rapport à le jeu, par rapport au jeu de l'époque, pardon. Et donc, tu parles de 2011. C'est vrai que ça paraît pas si loin que ça, quoi, finalement, 2011. Mais pourtant, il n'y avait qu'un seul shooter dans l'équipe, c'était Kyle Korver, et tous les autres, ils shootaient pas du tout à 3 points, ou très mal en tout cas. Mais alors, vous vous rendez compte qu'on remonte encore aux années 2000, aux années 90, aux années 80, où personne prenait de tirs à 3 points. Un mec qui prenait 2 tirs à 3 points par match, il était dans le 99e centile. Enfin, c'était n'importe quoi, parce qu'elle venait d'être instaurée, on a mis du temps à y arriver. Je parle même pas encore du coup des années d'avant, où on n'avait même pas ligne à 3 points. Bref, etc., etc. Il y a eu plein de changements, il y a eu les défenses de zone qui sont arrivées, qui ont fait que c'est plus possible aujourd'hui d'avoir du jeu au poste en tant que création offensive principale. Il y a eu des changements, même encore plus avant, l'horloge des 24 secondes, etc., etc. En fait, les contextes ont tellement changé que finalement, on ne peut pas comparer des stats brutes. Et c'est pour ça que voilà, c'est présenté un peu comme des stats, mais c'est un peu plus des fun facts que des stats, je trouve. Vous savez, toutes les 2 semaines, on voit un truc, tel joueur est le premier à faire à compiler tant et tant, quoi. Bon, c'est vrai que c'est sympa, mais bon, les totaux bruts, par exemple, le tir à 3 points, les records à 3 points sont tous en train de tomber là. Et c'est pas forcément des joueurs d'ultra élite qui ont des records à 3 points ou ce genre de choses, quoi. Donc, c'est Evan Fournier qui a eu le record à 3 points d'un Knicks. Pour en parler pour les Knicks, puisque c'est Evan Fournier qui a dépassé John Starks. À la nuance cependant que John Starks effectivement tournait à un volume qui était pour l'époque incroyable et qui est en fait pour notre époque à peu près le même. Il me semble qu'il était vers 7,2 tentatives par match. Sauf qu'il a établi ce record l'année où face à la défense sacro-sainte et à la très mauvaise attaque, la NBA avait raccourci la ligne à 3 points de 50 cm. Donc effectivement, John Starks avait battu son record cette année-là, mais sur la ligne à 3 points, beaucoup plus proche. Pas que John Starks, 95-96, t'as tous les records des joueurs des années 90 sur les saisons. Et ben, c'est normal, la ligne est plus proche de 2 mètres. Donc t'as des trucs, des records à 3 points, 95-96 qui n'ont pas de sens. Pardon, excuse-moi. Non, mais voilà, c'est juste pour dire que ça, c'est un élément de contexte en plus. On peut parler des défenses illégales également. Il y a un très bon article qui est sorti ces 2 dernières semaines sur la comparaison LeBron James, Michael Jordan. Qui serait le meilleur dans l'époque de l'autre?
Est-ce que si on mettait Michael Jordan aujourd'hui ou dans les années 2010, ou bien si on mettait LeBron James au cœur des défenses des années 90. Et en fait, dans cet article, l'auteur montre à quel point les stratégies défensives étaient différentes, et parce qu'on n'avait pas le droit d'être en end défensive. On n'avait pas le droit d'être au-delà de l'axe panier-panier, sous la ligne des lancers francs, si ton joueur n'était pas à 2 mètres ou quelque chose comme ça. On n'avait pas le droit de venir faire de prise à 2 sur le poste. Et en fait, la conclusion de l'auteur, et c'est un petit peu ce que je disais en début de stream, c'est la réponse débile, c'est ça dépend. On ne peut pas vraiment faire de comparaison. Parce qu'il faut accepter qu'il y a trop d'éléments de contexte pour arriver à une réponse absolue quand on compare les époques. Par contre, on peut faire la comparaison, mais il faut prendre en compte tous ces éléments de contexte pour trouver une réponse pertinente. Et c'est que si on prend tous ces éléments de contexte qu'on peut arriver à une réponse satisfaisante et qu'on peut, pour le coup, avoir des affirmations. Oui, parce que la comparaison est faisable. Le coup des défenses de zone, c'est quelque chose qui a complètement révolutionné aussi la NBA. Aujourd'hui, on est plus que jamais avec des équipes qui ont carrément des free safety. On pense notamment à Robert Williams à Boston, par exemple, qu'on fait exprès de switcher partout sans ballon pour qu'il reste dans une certaine zone du terrain, proche du panier. Ça s'est beaucoup développé. C'est vrai que il y a tellement de choses qui ont changé. Je rattrape le fil de ta question, Clément. Et du coup, c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a des stats que moi j'aime bien. C'est pas du tout les all-in-one. C'est tout simplement regarder les stats, mais en fait par rapport à la moyenne de l'époque. C'est un peu là-dessus que tu voulais que j'arrive. Oui, c'est ça. J'allais relancer là-dessus, donc c'est parfait. Ah oui, c'est en fait. Je te vois, et c'est l'expérience des podcasts, etc. qui joue, c'est parfait. Je te laisse dérouler, c'est super. Mais c'est vrai que là-dessus, encore une fois, c'est pas parfait parce que on peut comparer par rapport à la moyenne de l'époque, c'est pas parfait, comme FD l'a expliqué. Il y a aussi des contextes différents. Donc, comparer des efficacités, certes, mais si c'est pas le même jeu, si c'est pas un joueur au poste bas qui avant, il pouvait pas se prendre des prises à 2 aussi souvent, ou alors c'était plus facile de les punir, etc. Il y a un contexte différent. Donc, simplement comparer par rapport à la moyenne de l'époque, c'est pas parfait. Encore une fois, c'est peut-être la moins mauvaise solution. Et là, pour le coup, je trouve que c'est plus qu'une moins mauvaise solution, c'est carrément une très bonne solution. Donc, de se dire, voilà, le basket, encore une fois, un jeu à somme nulle. Le but est de marquer plus de points de l'adversaire. C'est pas juste de mettre des points. Donc, il y a cette notion de différentiel par rapport à l'adversaire. Donc, notamment pour ce qui est efficacité, mais ça s'applique à plein de stats qu'on peut prendre. C'est de comparer sur Basketball Référence, notamment, c'est ce qui s'appelle les stats en plus. Pourquoi ? Parce que ça vient du baseball. Basketball Référence, à la base, est un site de baseball. Et ça, pour le coup, dans le baseball, c'est quelque chose qui est très largement démocratisé. Les stats en plus. Donc, par exemple, le true shooting, plutôt que de prendre le true shooting normal, on prend le true shooting plus. Donc, c'est-à-dire, plutôt que de regarder quel est le pourcentage du joueur, sa productivité, son efficacité de manière intrinsèque, on peut se poser la question aussi de se dire, ok, Jokic, il score beaucoup et efficacement. Et finalement, en fait, on n'a jamais autant scoré et jamais aussi efficacement qu'aujourd'hui en NBA. Donc finalement, oui, c'est intéressant de regarder le chiffre brut, c'est quand même mieux de voir par rapport à la moyenne. Et c'est comme ça que c'est pas parfait encore une fois, mais ça permet de situer à peu près tout le monde à peu près sur le même plan. Parce qu'encore une fois, le basket étant un jeu à somme nulle, ce qui est important, c'est le différentiel par rapport à l'adversaire, le nombre de points que tu marques en plus que l'adversaire. Donc il y a cette notion de par rapport à la moyenne qui est intéressante, qui retranscrit un peu ce truc de différentiel par rapport à l'adversaire. Et c'est là-dessus que, oui, effectivement, tu regardes les stats, ça permet d'avoir une meilleure vision, je trouve, notamment pour le true shooting plus, donc l'efficacité, et tu peux comparer des époques différentes. Encore une fois, c'est pas parfait, mais ça permet d'avoir une meilleure idée, quoi. Et on peut vérifier, vous pouvez aller le faire chez vous très, très facilement. Sur Basketball Référence, vous prenez la page d'un joueur, vous descendez jusqu'à un tableau qui s'appelle Adjusted Shooting, je crois, un truc comme ça. Ou alors vous faites CTRL F TS+, et vous allez tomber sur le True Shooting+. Et bref, ça nous donne le score d'un joueur par rapport à la moyenne de l'époque. Et là, oui, ok, on peut faire fi de tout ce qui est différence de contexte, différence d'époque, le fait que dans les années 80, on prenait pas de shoot à 3 points, etc., etc. Et on peut comparer un peu tout le monde, à quel point est-ce que par rapport à la moyenne, le joueur apportait de la valeur. Et c'est un peu le principal, quoi, finalement.
Il n'y a pas de critères voilà, pour le MVP, pour ceux qui ne suivraient pas, il n'y a pas de critères officiels, etc. Donc du coup, on se base beaucoup sur des critères officieux. C'est pour ça aussi qu'il y a peut-être une prépondérance historique sur notamment le bilan collectif pour déterminer la valeur ou l'impact d'un joueur sur son équipe. C'est des choses qui datent d'une certaine époque où on n'avait pas forcément aussi toutes les données qu'on a à l'heure actuelle. Et donc voilà, il y a se poser cette question de est-ce qu'on officialise certains critères, etc. Mais au final, tout au long de ce live, vous nous avez a priori dit à quel point les stats, il y avait aussi beaucoup d'interprétations qui se jouaient là-dedans, que c'était beaucoup des choses qui étaient à voir à titre indicatif et que même pour une même stat, on pouvait interpréter les choses différemment. Encore une fois, que il fallait bien évidemment contextualiser ces statistiques par rapport à l'aspect visuel du terrain. On peut pas forcément avoir la vérité juste en regardant un tableur et on s'éloigne bien sûr de ce cliché. Malheureusement, parce que c'est quand même plus fun de regarder les tableurs que des matchs. Donc, dommage qu'on puisse pas le faire qu'avec les tableurs. C'est vrai, mais on gagnerait un temps fou. Les mateurs de box score du matin en plus feraient fortune, ça serait incroyable. Non mais juste sur ça aussi, je sais pas si tu voulais sauter ce passage ou pas, du coup sur les critères de l'NBA, juste préciser. Si tu veux y aller, vas-y. Aussi... Non, juste préciser, il faut se poser la question, que cherche la NBA? Et son but. Je suis bien d'accord. Une équipe, c'est de gagner des matchs, un joueur, c'est d'être le meilleur possible. Que veut la NBA? Elle, c'est un business. Le côté sportif, qui gagne à la fin, elle s'en fiche un peu. C'est vrai que le côté business, et c'est d'autant plus le cas avec Adam Silver, donc c'est vrai que je pense qu'il y a aussi ce côté qui participe beaucoup, je trouve, on fait exprès de ne pas définir de critères parce qu'on veut du débat. Parce que le débat, ça crée beaucoup de flow, d'engagement sur les réseaux sociaux, ça crée du dialogue et donc ça excite les gens, donc ça fait parler, etc. etc. Donc c'est pour ça, c'est fait exprès. Je pense qu'il y a une partie qui est totalement volontaire de ne pas fixer de critères. Comme ça, tout le monde déjà peut avoir les siens, et donc personne n'est offusqué. Et puis surtout, ça fait dialoguer, et ça crée du buzz, quoi. Voilà. Combien il y en a des débats Twitter sur le MVP justement. Ouais. Et ça crée des live Twitch à 22h40. Voilà. C'est pour ça que j'accélère un petit peu, mais complètement. Et je te rejoins aussi sur ton premier point par rapport à ce que tu disais sur la course globalement, que tu disais que tu avais l'impression de voir plusieurs courses aussi, plusieurs types de courses avec des publics peut-être différents. C'est vrai que c'est une question aussi, c'est quelque chose qui émerge finalement au fur et à mesure de nos épisodes et que je suis pas mécontent. Et je voulais partager un petit tweet de ton compère sur l'écho des parquets. Antoine Tartrou, bien sûr, donc je vais le lancer dans le chat. C'est pas le meilleur. Il appréciera parfait. Tu sais que. Non, mais il est excellentissime, Antoine, évidemment. Bien sûr, mais on clippera malgré tout pour te mettre en porte-à-faux. Et donc qui me disait que voilà, il y avait beaucoup peut-être de ces critères en fait historiques qui restaient parce qu'on n'avait pas forcément d'informations ou de données à l'époque, et notamment sur le bilan et les angles morts qui pouvaient y avoir par rapport à cette donnée là, et que maintenant on les a comblés, on peut regarder des choses de manière beaucoup plus précise, et que malgré tout ça suffirait peut-être pas à faire des stats avancées et de toutes les catégories de stats, des choses qui soient partagées dans la sphère du grand public ou la sphère médiatique. Est-ce que malgré tout, par rapport à la démocratisation des stats avancées, vous voyez potentiellement une évolution sur la NBA, sur différents publics de NBA? Est-ce que est-ce que c'est des débats qui ont changé sur ces dernières années, de voir est-ce qu'il y a une émergence d'un débat avec plus les analytics, etc. friendly d'un côté, le reste de l'autre? Qu'est-ce que vous voyez de ça? Est-ce que c'est beaucoup plus transversal? C'est très global, c'est une ouverture. Parce que ça me tient à cœur personnellement, mais allez-y, faites-vous plaisir, vous pouvez partir dans tous les sens. Ce qu'il faut quand même dire, et je suis le premier à taper sur Adam Silver et la NBA quand ils font n'importe quoi. Bref, non, mais il y a quand même un truc assez extraordinaire que fait la NBA, c'est justement de toutes ces données gratuites auxquelles on a accès, quoi. Et je parlais, tu vois, de pourquoi est-ce qu'il faut exprès de pas définir des critères, c'est pour avoir plus d'engagement, plus de flow, plus de conversation, etc. Dans cette politique-là, il y a aussi il y a aussi le fait de ne pas striker des vidéos sur les réseaux sociaux. Ça participe évidemment à faire grandir la NBA, en tout cas de leur point de vue, d'un point de vue du business. Ça fait des nouveaux fans, etc. etc. Donc il y a ce côté vidéo qu'on ne restreint pas. Et c'est vrai que le côté stats gratuite, c'est absolument extraordinaire. C'est un truc qu'on n'avait pas encore il y a 5-6 ans. Tout ce qui est stats de NBA.com, par exemple. Ouais. Moi, c'est vrai que je ne me rendais pas compte quand je ne les avais pas à quel point c'était important.
aujourd'hui, ça serait difficile de faire sans, quoi. Toutes ces stats gratuites qu'on a. Basketball Référence également, c'est gratuit pour la majorité du site. À part si tu veux faire des recherches, là, il faut utiliser l'outil payant. On a quand même, c'est vrai qu'un flot de données assez incroyable finalement et totalement gratuit. Et je pense que cette gratuité participe aussi à, comme tu dis, relancer parfois certains débats, relancer certaines conversations. Et c'est vrai que du coup, il y a un peu deux côtés, parce qu'il y a un côté où les gens, soit qui s'y intéressent pas trop à l'NBA, ou alors pas tant que ça, ou alors qui sont un peu des gars old school, le profil de Bill Simmons par exemple, ou ce genre de mecs qui ont un peu leur vérité à eux depuis 30 ans et n'ont pas envie de bouger, quoi. Donc eux, chez eux, bah non, ça marche pas trop. Le fait de revisiter avec un œil nouveau, ils s'en fichent en fait. Eux, ils ont leur truc à Ouais. eux et ils y tiennent très fortement. Donc ok. Après, c'est vrai que d'un autre côté, ça permet à certaines personnes de revenir un peu en arrière. Là, moi, je sais qu'on l'a cité quelques fois, mais je ne peux que vous comment on dit, conseiller le podcast de Ben Taylor, qui a fait un exercice incroyable, qui a fait 2 podcasts de folie sur justement l'anniversaire des 75 ans de NBA, où ils ont fait un truc de fou. Je crois que ça dure plus de 2 heures le podcast, mais c'est vraiment génial parce qu'il retrace toute l'histoire de NBA, alors vis-à-vis des joueurs les plus importants, évidemment. Mais voilà, il te présente des stats nouvelles, des stats comment dire, ajustées par rapport à la moyenne, par exemple, quelque chose dont on n'avait pas conscience il y a quelques années. Voilà, il y a plein de nouvelles stats de ces anciennes époques qui ont été recompilées, qui ont été utilisées d'une autre manière aussi, qui ont été reconsidérées. Et du coup, c'est vrai que tu arrives à des conclusions parfois où tu te dis, je ne me souviens pas précisément, mais par exemple, il te dit, bon, ben, ok, Bob Cousy, très bien, mais en fait, finalement, il y avait un autre Celtic, quand tu regardes les stats, il était très bon. Je crois que c'est Will Sherman, non? Peut-être je dis une bêtise, mais en gros, ok, Bob Cousy, c'était le meneur héliocentrique, mais peut-être pas forcément efficace, et à côté, il y a un mec super efficace. Donc finalement, l'histoire a retenu Bob Cousy, mais finalement, il y avait peut-être un à côté qui était pas mal, quoi. Je dis n'importe quoi, mais voilà, il y a tout un travail de mise en perspective avec nos connaissances nouvelles qui est fait. C'est vrai qu'il faut gratter un peu, hein, pour aller les trouver. Et elles sont vraiment de très très bonne qualité, je trouve. Donc encore une fois, le podcast de Ben Taylor qui date de octobre ou septembre, je sais plus. Franchement, allez le voir, c'est très très bon, je trouve. Un des grands apports statistiques sur l'histoire de la NBA de Ben Taylor, c'est notamment tout ce qui est pace adjusted stats, où justement il montre en fait que la ligue a eu des variations de rythme de jeu qui ont été monstrueuses des années 60 aux années 90, et que justement en mettant ça en perspective, ça permettait de corriger certaines anomalies statistiques, et je ne vise personne, monsieur Will Chamberlain. Même Oscar Robertson, hein. Oui, évidemment, c'est cette période où même un peu Bill Russell un peu moins finalement, parce qu'il a des chiffres un peu moins extravagants. Sur cette profusion à l'heure actuelle, pour revenir sur le temps présent, la profusion des stats qui sont disponibles à tous. On a beaucoup parlé du fait que voilà, ce sont des indicateurs à interpréter et on peut un peu leur faire dire ce qu'on veut. Par contre, et c'est un outil qui est vraiment intéressant pour l'analyse et qui peut-être réconcilier ceux qui disent qu'il faut regarder les matchs et ceux qui disent les stats disent la vérité. Les stats aujourd'hui, notamment pour moi les stats all-in-one, me permettent, en n'ayant pas forcément le temps de regarder tous les matchs ou de regarder toutes les possessions, me permettent de voir des indicateurs statistiques qui me disent ah tiens, bah, finalement c'est marrant, Georges Niang était un mauvais défenseur l'année dernière, cette année il a des stats on-off défensives qui sont monstrueuses. Il faudrait peut-être que j'aille regarder ces possessions défensives. Et du coup, je vais aller regarder des matchs. Et je pense que ça sert quand même à avoir une analyse plus poussée, et chez beaucoup de médias, une analyse plus poussée du basket. Et donc cette profusion de stats, si elles sont bien utilisées, peut vraiment, je pense, nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe à notre niveau. Une sorte de guide en fait pour de toute façon, soit quand on a une impression visuelle, pouvoir la confirmer potentiellement ou voir s'il y a des indicateurs qui rentrent en cohérence avec cette impression là, ou à l'inversement se dire voilà, j'ai pas trop le temps de me renseigner ou quoi, je vais aller voir certains indicateurs et s'il y en a un qui me saute aux yeux comme quoi ça rentrait pas du tout dans ma vision, de pouvoir aller voir, de pouvoir avoir cette pique de curiosité pour se dire attends, je vais voir si c'est vraiment ça ou si c'est autre chose, si c'est un autre facteur, etc. Oui, parce que
tu vois, on en parlait avec Jérémy sur le podcast que j'avais fait avec Jérémy de chez vous, évidemment. Sur ces fameuses stats, notamment défensives, où on disait, un peu comme FD vient de dire, en fait, c'est pas une fin en soi. Ces stats-là, c'est plutôt un point de départ. C'est plutôt, tiens, la stat nous dit un truc un peu intriguant, allons vérifier. Allons mettre les mains dans le cambouis, allons voir ce qu'il y a là-dedans. Est-ce que c'est juste une anomalie statistique ou est-ce qu'il y a un vrai truc dedans? Donc c'est plutôt un début, une piste de réflexion, un point de départ qu'une fin en soi, je pense. Bienvenue à Dark Mamba et Karsten Wu, dont on prendra la question après, à Yoshiwa, à GGZY. On vous dit bienvenue à tous. Je vous ai pas salué tout au long de l'émission parce que des fois on est pris dans des débats et autres et dans des idées, donc je vous salue maintenant. Lockinder 18, Frank Oulax, voilà tout le monde, Vince Rustic aussi. Messieurs, il est temps de passer enfin à la dernière partie de l'émission avant de pouvoir vous laisser. On va laisser la main à Guillaume tout le long de cette partie en tant que host. On fait notre travail quand même de laisser l'invité en premier lieu. Et d'abord on voulait connaître bien évidemment pour cette saison tes critères de sélection par rapport au MVP. Quand tu regardes le MVP, qu'est-ce qui selon toi passe en premier pour discriminer entre les candidats à la course, et puis ensuite peut-être un top 5, ou en tout cas ce que tu peux nous donner pour toi dans la course qui se détache pour toi par rapport aux joueurs, aux candidats en termes de position. Alors assez simplement, on l'a un peu effleuré déjà, mais par rapport à la différence attaque-défense, moi je mets quand même plutôt l'accent sur l'attaque. Du coup, mon critère principal, et ce qui je pense a aujourd'hui le plus de valeur en NBA, c'est la création offensive, parce que c'est ce qu'il y a de plus dur à faire et parce que c'est ce qui mécaniquement a le plus de valeur. Donc voilà, création offensive. Et donc une fois que tu fais ce premier filtrage, ensuite il y a un critère d'efficacité, évidemment, ou plutôt de productivité, on pourrait dire, c'est la même chose, mais entre deux créateurs offensifs, il y a ce côté de qui est capable de générer le plus de jeux pour l'équipe, c'est très bien, mais en plus qui est capable de le faire de manière efficace et qui est capable de scorer lui-même de manière efficace. Donc ça, pour moi, c'est un peu un aspect très important, parce qu'il y a cette notion de création offensive dans sa globalité, d'emprise sur le jeu, d'impact global sur le jeu qui rentre dans cette création offensive, et par-dessus évidemment le critère d'efficacité, parce que plus un joueur est efficace, plus ça laisse des possessions à l'équipe par ailleurs pour marquer des points en plus, très simplement. Donc il y a ce côté-là, et pour revenir à un des critères qu'on a abordé, le coût du bilan collectif. Vous avez compris que pour moi c'est pas quelque chose de fixe. Je suis pas, il faut absolument que ce soit premier ou deuxième de sa conférence. C'est vrai que je suis un peu plus flexible que ça. Et même l'an dernier, on discutait beaucoup de Stephen Curry sur les codes des parquets. On avait beaucoup parlé de Stephen Curry comme candidat très crédible. Et même, je crois qu'on était plusieurs à l'avoir dans le top 2, je crois. Je me souviens pas, mais bref. Curry qui était quoi, 9e, 10e, dans le play-in l'an dernier, je sais plus trop. Voilà. Le fait est que son équipe était tellement nulle autour de lui que ce qui est important, c'est plus pour moi de mesurer quel est l'impact du joueur, à quel point est-ce que le joueur fait avancer son équipe, plutôt que le point final. Parce que si le mec il prend une équipe qui est très mauvaise, il en fait une bonne équipe, pour moi c'est plus de chemin parcouru, donc plus d'impact, plus de valeur, que, encore une fois, le mec qui, dans une bonne équipe, la rend très bonne. Il y a moins d'impact, il y a moins de valeur ajoutée. Encore une fois, ce n'est que mon opinion. FD, par rapport à ces critères-là, est-ce que tu peux nous donner les tiens? Ouais, mon premier critère, c'est un petit peu ce sur quoi Guillaume a terminé, comme quoi toujours la science de la transition. C'est justement cet impact sur les résultats de l'équipe et l'augmentation des chances, pas forcément de gagner un titre, mais de pouvoir être un contender. Encore une fois, ça c'est quelque chose que je tire à Ben Taylor, ils appellent ça la championship equity. C'est la manière dont un joueur passe n'importe quelle équipe vers un contender. Voilà, cette capacité à augmenter le plafond d'une équipe plutôt que d'augmenter son plancher. C'est-à-dire augmenter le potentiel maximum d'une équipe plutôt que de la rendre une équipe moyenne de playoff, on va dire. Donc forcément, sur ce critère d'amener une équipe à être un contender, il y a forcément un biais de confirmation, parce que forcément je m'inspire de ce que j'ai déjà vu marcher, ce que j'ai déjà vu fonctionner. On a vu la formule Embiid fonctionner, un tir de Kawhi près, un upset un peu
un peu imprévisible de Trae Young. On a vu la formule Embiid fonctionner. Pareil pour Jokic, on l'a vu que voilà, avec des coéquipiers pas blessés, on a vu que ça peut aller loin. Pareil pour Giannis. Et là, je vous ai un peu donné mon top 3. Donc forcément, là-dedans, il y a un petit peu l'impact du bilan collectif, même si le bilan collectif, c'est pas forcément quelque chose que je regarde absolument, parce que toutes les victoires ne se valent pas, toutes les défaites ne se valent pas. Donc c'est vraiment l'impact du joueur sur la capacité à son équipe d'aller loin en playoff. Le deuxième critère que j'ai, il est peut-être encore plus subjectif que le premier, c'est l'inévitabilité. L'inévitabilité, la fatalité d'un joueur. C'est un mélange de... Implacabilité, c'est parfait. C'est quoi? C'est parfait, c'est encore mieux. Implacabilité. C'est un mélange de capacité d'adaptation et de régularité dans la production d'un joueur. C'est-à-dire que quoi qu'on va lui mettre en face de lui en défense, ou comment on va l'attaquer, de toute manière, ce joueur pourra faire avoir une grosse production, pourra avoir une grosse création offensive et pouvoir garder cet impact sur le résultat de son équipe qui est très fort. Donc c'est cette fatalité en fait d'un joueur qui va de toute manière, quoi qu'on lui mette en face, va être très fort. On a vu ça, QI Basket a fait un thread là sur Twitter sur la nuit dernière, sur Embiid qui a été défendu par les Bucks. On a vu que malgré le mélange et un nombre important de schémas défensifs qui ont été mis par les Bucks face à Joel Embiid, il a quand même réussi à avoir une grosse production, une grosse création offensive. C'est ce que je recherche chez un joueur, c'est cette capacité d'adaptation, parce que justement, et ça revient à mon premier critère, parce qu'elle est nécessaire pour battre les meilleures équipes en play-off, où les joueurs sont forcément ciblés et où il y aura forcément beaucoup d'ajustements tactiques face aux meilleurs joueurs. Donc voilà, c'est ça, c'est cette fatalité, implacabilité, je garde le mot en tête. Merci Guillaume. T'interromps, je veux juste en rajouter un. C'est vrai que moi, il y a aussi comme chacun le perçoit de manière différente, hein, ça je pense que vous en avez aussi parlé déjà avec Bastien et Alex. Comment est-ce qu'on voit ce trophée? Est-ce que c'est plutôt qui est le meilleur joueur intrinsèquement, plutôt qui fait les meilleures performances? Moi, c'est vrai que je vois ça un peu comme aussi une valeur cumulative finalement. Et donc, c'est vrai que voilà, si tu as Michael Jordan dans son prime, mais qui fait 30 matchs dans la saison, pour moi, la valeur cumulée de fin de saison, elle est pas suffisante, malheureusement. Donc, c'est vrai que, par conséquent, il y a un autre critère qui est aussi d'avoir un certain nombre de matchs. Mine de rien, de pas manquer une trop grande portion de la saison. Finalement, la durabilité, c'est important pour moi parce que, encore une fois, c'est très personnel, chacun fait ce qu'il veut, mais j'ai un peu cette notion de valeur cumulative sur l'ensemble de la saison qui fait que, du coup, je suis un peu obligé de considérer le nombre de matchs plutôt que l'apport intrinsèque par match d'un joueur qui aurait manqué 30 ou 40 matchs, quoi. Et c'est presque le seul critère que j'aimerais voir la NBA expliciter. On parlait avant de est-ce que la NBA devrait poser des critères fixes. Pour moi, que ce soit en termes de matchs joués ou bien en minutes totales jouées, en termes de pourcentage du coup, ça c'est peut-être un critère que j'aimerais bien voir la NBA établir. Juste pour le fait que voilà, sur le dernier papier d'ESPN où ils demandent à 50 journalistes de donner leur ballot pour le MVP, il y a des votes qui vont à KD. Mais très peu en fait. Est-ce que KD qui arriverait du coup 9ème de la course au MVP, c'est vraiment représentatif de sa saison? Non, moi, je pense pas. Si on considère que KD est dans la course pour aller au MVP, il doit être dans le top 5, ou bien on dit il a pas joué assez, et du coup on ne le met pas dans le pool de candidats. Ça crée un entre-deux, et du coup ça donne aucune indication sur rien, parce que tu sais pas en fait ceux qui l'ont pas mis parce que c'était à cause des matchs manqués, ceux qui l'ont mis à cause des... Enfin, malgré ce qu'ils l'ont pondéré, effectivement ça crée un flou, enfin ça crée un entre-deux un peu étrange, et donc tu retires aucune leçon de ça. Je pense que c'est un entre-deux dans lequel la NBA se complète totalement, parce que ça fait parler, et au final mettre un curseur à 40% en minutes jouées, qu'est-ce qu'on fait quand un joueur a 39%, quoi? Est-ce qu'on le tient quand même? Et donc finalement le critère n'est pas fixe, et donc finalement ça sert pas à grand chose. Non seulement elle se complète dans cet entre-deux, mais même il paraît qu'elle cherche à le sponsoriser, cet entre-deux. Donc voir, normalement. Oui, ça va. C'est le nerf de la guerre médiatiquement, en tout cas dans termes de business et médiatiquement du coup, parce que ça va très souvent ensemble, bien sûr, avec les droits TV. Néanmoins, c'était vraiment le critère qui était le plus unanime peut-être jusqu'à maintenant, ce critère-là d'absence, enfin de présence du coup, mais
pardon, je me perds totalement dans mon mot, mais donc décrit via les absences et donc de cet aspect minute. Je me souviens aussi de Tom chez De Kemdo qui, l'année du Covid aussi, en faisait un de ses gros critères, mais qui était par rapport aux minutes jouées. C'était intéressant de voir les présences absences et minutes jouées, c'est pas non plus la même chose, enfin il y a des petites nuances à voir et ça peut être intéressant. Bref. Messieurs, quand même, il va falloir vous mouiller. Je sais, Guillaume, que tu me disais, oui, moi j'ai pas fait vraiment de top 5. Alors, donne-moi ce que tu veux en réalité, mais histoire d'avoir un petit peu des noms, parce que nous, il faut qu'on clippe, il faut qu'on fasse de l'audience derrière. non, je rigole, mais bon, histoire d'avoir quand même un petit podium ou je ne sais quoi, ou quelque chose, en tout cas, pour voir ce que tu trouves à chacun des prétendants. Je sais que il y a FD nous disait le trio Giannis, Embiid, Jokic. Est-ce que tu es d'accord avec ce trio? Est-ce que tu en vois d'autres? Oui, tout à fait. Oui, oui non, je pense que ce trio est assez, se distingue un peu quand même. Ouais. Justement, par rapport à moi, mon critère de match joué, je regrette un peu que Curry ait eu un peu une saison compliquée ou pas aussi constante que j'aurais voulu, parce que pour le coup, moi, je pense qu'il se serait très largement invité dans mon trio. Et du coup, je l'ai un peu plus bas, malheureusement. Mais voilà, non, je suis d'accord. Le trio, je suis assez d'accord avec Stephen Curry pas loin. Et c'est vrai que pour le coup, moi, on n'a pas trop parlé aujourd'hui, mais comment dire, les candidats de dernière minute ou les candidats de chaque semaine, on a un nouveau candidat qui pop, comme Devin Booker ou comme à l'époque, il y a eu DeMar DeRozan, etc. Je pense qu'on est sur la semaine Jason Tatum. J'accorde un peu, pour moi en tout cas, ils sont quand même assez loin, quoi. Ils sont quand même assez loin de ce trio, on va dire, de Antetokounmpo, Jokic et Embiid. Allez, en commençant par le cinquième, mais justement, c'est exactement ce que Guillaume disait, c'est la prime aux dernières arrivées. C'est pas Jason Tatum, j'aurais pu mettre Jason Tatum. J'ai décidé de mettre Devin Booker en 5. Voilà, prime à la production récente, mais parce que j'ai quand même envie de saluer déjà la saison collective des Suns et de souligner la performance individuelle de Devin Booker quand même depuis que Chris Paul est out. Il a une production statistique qui est excellente, avec une efficacité qui est également excellente. Et même, et c'est peut-être là qu'il y a eu un changement de paradigme avec Devin Booker, c'est qu'on l'a vu sur quelques missions défensives, qui du coup, moi, dans mon premier critère, d'augmenter les chances d'aller loin en playoff, si tu peux avoir Devin Booker en mission défensive, ça peut être quand même un petit peu, ça peut être intéressant. Donc voilà, Devin Booker en 5. En 4, il aurait pu être 5, il aurait pu être 4, il aurait pu être 6. C'est Luka Doncic. Mauvais début de saison. Voilà, il était arrivé hors de forme, il l'a avoué, il s'est bien rattrapé finalement, puisque voilà, les Mavs en ce moment vont très bien. Depuis aussi que Jason Kidd a décidé de lui remettre le ballon dans les mains et d'arrêter ce non-sens d'utiliser Luka Doncic hors ballon et de donner des responsabilités offensives à, je sais pas, Jalen Brunson, à qui je dois beaucoup de respect aussi. Lui-même, parce que je t'interromps, mais lui-même, tu parlais de son poids de début de saison, il a fait c'est impressionnant son évolution physique au cours de la saison aussi. Ouais, j'ai pas forcément parlé du poids, oui, j'ai dit mauvaise forme, c'est vrai que voilà, c'était son poids, mais juste voilà, manque de conditions physiques, on va dire. Et tu penses que c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui il peut avoir le plus la balle dans les mains et je pense que ça va un peu dans le sens de la saison. Elle a commencé pas fort, mais elle va plutôt pas mal. Et notamment, je trouve que l'évolution physique aussi, elle est visible, quoi. Donc ça aide pas mal aussi. Je trouve plus rapide et plus tranchant sur certains moves qu'il pouvait être après les barbecues de l'été, quoi. Absolument. Et finalement, c'est quand même nécessaire pour lui, cette création initiale de décalage, ce qui l'empêche de tomber, et encore une fois, pas décisif pour Guillaume. Il me semble que c'était ton premier épisode du podcast qui parle de Luka Doncic et son efficacité moyenne, on va dire, ou en tout cas en dessous des attentes au tir extérieur. Et justement, avoir ce petit pop sur le premier pas, ça lui permet de créer le décalage et de moins être dépendant de son step back. Ou de son side-step ou n'importe quel tir extérieur contesté. Ça, c'est mon tir, c'est mon deuxième tir. Donc, Doncic, Booker, tu peux même mettre Tatum, tu peux même mettre Morant en fin de tir. Ça aurait pu être 4, 5, 6, 7. Voilà. Mais ensuite, voilà, le premier tir, c'est Giannis que je mets en troisième position.
parce qu'il souffre un peu du début de saison compliqué de ses coéquipiers. Mais voilà, défensivement, une polyvalence affolante et une projection presque parfaite en playoff. Voilà, donc c'est Giannis en 3, ensuite j'ai Joel Embiid en 2, et j'ai Nikola Jokic en premier, c'est pour faire plaisir au patron. Jérémy qui est fan des Nuggets, c'est pour faire plaisir à Clément. Non, meilleur joueur offensif C'est de la la ligue. ligne éditoriale du parti, c'est ça? C'est ça, exactement. On va finir. Le problème, c'est qu'on va finir par le croire parce que vraiment tout le monde fait cet ordre-là chez nous. Ça va pas du tout. Non, mais alors je sais pas. Alors peut-être, et pour parler des billets, c'est peut-être ça. Peut-être qu'en fait, on a un billet institutionnel, on parle beaucoup de basket entre nous, et c'est juste que voilà, on a du mal à sortir de cette vision de la secte qui est QI Basket. Moi, Mais tu sais que non, pour mais moi, tu c'est- sais qu'en plus le pire là-dedans, c'est que genre j'aimerais bien prendre le parti inverse, mais je ne peux pas parce que vraiment je suis supporter des Nuggets, donc à un moment ce n'est pas possible. Même. Tu vois, j'aimerais. En fait, si j'avais pas été supporter des Nuggets, je l'aurais peut-être pris le contre-pied juste pour expliciter le point inverse. Mais c'est au-dessus de mes forces, vraiment. Il faut que quelqu'un d'entre vous se mais dévoue j'ai- chez QI. ouais. Vraiment, j'ai du mal. C'est pour moi aujourd'hui le meilleur joueur offensif de la ligue. Et qui fait une saison défensive qui est aussi dans l'élite de la ligue. Euh, Ouais, là-dessus, et Encore. je me permets de rebondir. Guillaume, quand même, t'as laissé 2-3 indices sur ton Twitter juste avant l'émission, enfin dans les derniers jours, les dernières semaines. Et je ne peux quand même m'empêcher, bon, même si tu as fait tes podcasts sur Jokic, mais si tu peux, je sais que tu parlais d'efficacité historique de la part de Jokic, si tu peux expliciter juste un petit peu ça, c'est pour mon plaisir totalement personnel. J'en parlais pour la saison d'avant, 2021. Sauf qu'il fait encore mieux en 2022. C'est n'importe quoi. Ouais, non, c'est. Alors, justement, je parlais de. Le podcast que j'ai fait, c'était sur sa saison 2021. Et ça illustrait dont on parlait tout à l'heure. L'intérêt de faire des stats par rapport à la moyenne, c'est que justement, les stats brutes, elles étaient incroyables et il n'y en avait que très très peu dans l'histoire, 4 ou 5 comme Jokic en 2021. Oui, mais comme on n'a jamais autant scoré en NBA, en fait, si on regarde, bon, Shaquille O'Neal aussi, sur le score par rapport à la moyenne, il avait aussi eu ce même genre de saison. On a vu Dirk Nowitzki, on a vu Charles Barkley, on avait eu Larry Bird aussi, si je le fais de tête un peu, etc., etc. On a vu ensuite des Kevin Durant, des Stephen Curry, des LeBron James. Finalement, il n'était pas si seul que ça à l'échelle de l'histoire. Alors que sur les chiffres bruts, c'était genre, c'était 4 ou 5, quoi. Voilà. Antetokounmpo aussi, il y avait. Bref, donc ça, c'était pour la saison 2021. Le fait est que 2022, il a encore élevé le critère. Donc, c'est-à-dire, pour les chiffres, on s'en fout encore une fois, mais pour ceux qui veulent le détail technique, il était à 113 de true shooting plus. Donc, c'est-à-dire que son score était 13% au-dessus du score moyen d'efficacité au scoring individuel. Il est passé cette année à 117. Même, il a flirté avec les 118 plutôt dans la saison. Et clairement, quand on met un critère à 117 de true shooting plus, donc c'est-à-dire plus 17% plus efficace que la moyenne, avec minimum autant de responsabilités que lui, ou en tout cas minimum un gros volume de responsabilité, là il n'y a pas beaucoup de monde. Il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Il y a Jabbar, Kareem Abdul-Jabbar, Stephen Curry, il y a Kevin Durant, LeBron James, il y a Charles Barkley, et encore Barkley est un peu limite au niveau du volume. Puis en fait c'est tout. Ouais, donc c'est ça, déjà en soi, c'est quand même assez incroyable. Et encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on peut imputer à la NBA actuelle en se disant oui, mais en fait, il y a plein d'espace, ça n'a jamais été aussi facile de scorer qu'actuellement, etc. Non, là, c'est le chiffre par rapport à la moyenne. Donc, ça rajoute quand même pas mal là-dessus. Encore une fois, il a une efficacité, un niveau d'efficacité seulement sur ce volume-là, de minimum tel volume de responsabilité, que Jabbar, Curry, Kevin Durant, LeBron James et Charles Barkley qui l'ont fait. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est mieux que, par exemple, Michael Jordan en carrière. Par exemple, je crois que son pic est à 114, plus 14%. C'est mieux que Tim Duncan, c'est mieux que Hakeem Olajuwon, c'est mieux que Shaq. Je crois que c'est à 116 pour le Shaq, son pic en carrière, etc., etc. Enfin bref, tous les joueurs auxquels vous pensez, dont vous êtes amoureux, il fait mieux qu'eux. C'est pas juste ça, moi, que je trouve absolument dingo. Et que, bon, alors je peux le rajouter maintenant, c'est aussi, il fait ça alors qu'il n'y a pas beaucoup de monde autour de lui. C'est encore plus impressionnant, mais à la limite, c'est pas ça moi, l'argument massu. Non, mais en plus, non, mais comme tu dis, il n'a pas non plus de bons coéquipiers, donc en plus, c'est que du scoring. Donc, en tout cas, c'est beaucoup de scoring qui se génère lui-même, en plus, donc ça rend le chiffre d'autant plus impressionnant. Pour moi, le vrai argument massu, je reprends la liste, qui a déjà fait un tel niveau d'efficacité sur un tel volume d'utilisation, qui a déjà été aussi efficace sur autant de responsabilités,
Kareem Abdul-Jabbar, Stephen Curry, Kevin Durant, LeBron James, Charles Barkley, aucun de ces joueurs-là n'est ne serait-ce que dans la même galaxie que Jokic en termes d'impact sur le playmaking. Le plus proche, c'est LeBron, sauf que c'est les années à Miami, 2013 et 2014, et on n'était pas du tout dans le même niveau de playmaking en termes de volume, notamment, et en termes d'emprise sur le jeu. On était encore sur le hit de Miami avec Dwayne Wade, notamment, et Mario Chalmers aussi, bien sûr. Mais voilà, il y avait un peu plus de responsabilité diluée. Pour moi, c'est ça qui est absolument incroyable, et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire que 2021-2022, c'est 2 des meilleures saisons offensives de l'histoire de la NBA, en fait, mais très clairement, c'est que un niveau d'efficacité qui en lui seul ferait que c'est parmi le top 5 ou top 10 all-time, mais en plus, le mec, c'est le seul moteur offensif d'une bonne attaque en NBA. C'est absolument dingue, et c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas vraiment de débat, surtout que d'autant plus qu'avec son nouveau Slim Jokic, comme on l'appelle, sa valeur défensive a commencé un petit peu à augmenter. Je pense que même on peut dire qu'aujourd'hui c'est une valeur positive en défense, peut-être pas beaucoup, hein, mais au grand minimum on va dire c'est une valeur neutre, alors qu'avant il était mauvais, et que dans le même temps, Joel Embiid, qui est peut-être son concurrent, a un peu baissé en défense. Donc il y a ce double effet aussi de saison offensive de folie. Et en plus, on a une valeur défensive qui continue à augmenter et qui, je pense, aujourd'hui est positive. Dans l'autre sens, malheureusement, Embiid a un peu baissé défensivement, mais pas de beaucoup. Même s'il n'avait pas baissé, de toute façon, encore une fois, on revient à mon critère, qui est que la création offensive a plus de valeur que la défense, même pour les intérieurs. Messieurs, moi je pense que c'est un parfait mot de la fin, en étant absolument pas biaisé. Je ne sais pas si Guillaume ou si FD, vous avez des choses à ajouter avant que je renvoie tout le monde vers chez toi, Guillaume, même s'il n'y a pas forcément besoin, mais ce sera quand même testamentaire de tout ton super boulot. Est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter sur cette émission ? Pas du tout, il ne me reste plus qu'à remercier Guillaume pour sa présence, merci Clément pour l'animation, merci à tous dans le chat. C'était un plaisir, et vraiment c'était très intéressant de parler des statistiques MVP. Moi j'ai beaucoup apprécié la conversation, et voilà, merci beaucoup Guillaume de ta présence. Guillaume, merci que vous pouvez retrouver, bien sûr, avant que je te laisse, c'est pour ça que je te laisse vraiment le mot de fin, que vous pourrez bien sûr retrouver sur l'écho des parquets, surtout que vous avez repris récemment, ça faisait très plaisir. Du coup, j'ai encore moins de temps, j'ai encore plus de podcasts à rattraper, merci grâce à vous. Et bien sûr sur le Basket Lab, ton podcast, et sur Twitter où il y a tu fais des vidéos de tactiques, etc., qui reprennent des mouvements ou des schémas de jeu très précis où tu décryptes tout ça, ou même parfois juste de la création individuelle. On a vu Giannis récemment, c'était très intéressant. Donc allez bien sûr le suivre sur Twitter et suivre tout le travail que notre cher Guillaume fait, parce que c'est extrêmement intéressant, on en apprend toujours plus. Et voilà, comme ça je te laisse le mot de fin, Guillaume, pour toi, et encore merci d'être venu, bien sûr. Non, mais merci beaucoup à vous de l'invitation, c'était un vrai plaisir. Je tiens à dire quand même que mon monologue là sur Jokic, c'était dans le contrat. C'est Jérémy qui m'a forcé, évidemment. Donc, mais ça, faut voir avec Jérémy, c'est lui la compta, vraiment. C'est très obscur, on n'a pas toutes les données. les finances sont floues chez qui. Non, mais je l'aurais fait quand même, parce que c'est n'importe quoi cette saison. Donc, même sans les menaces et les gens devant ma porte là actuellement, je l'aurais fait quand même. Mais non, merci beaucoup pour l'invitation. Encore une fois, moi c'est mon point central, c'est que, encore une fois, les stats, c'est qu'une porte d'entrée pour parler de jeu, quoi. Ce n'est qu'une information qui nous permet de parler de jeu, de parler de terrain. Donc il n'y a pas de schisme à faire entre les stats et le terrain, la tactique. C'est juste une manière de parler du jeu. Donc voilà, c'est un peu mon mot d'ordre. Profiter du jeu, parce que c'est comme ça le plus fun, quoi. Complètement, et au final chacun a sa façon de vivre cette expérience qu'est la NBA, et donc il y a différentes façons de le faire à différents moments, mais on découvre aussi des choses, on passe par différentes phases, et si vous voulez en tout cas approfondir tout cet aspect analytics, Guillaume est un super moyen de comprendre beaucoup de choses. Donc encore une fois, n'hésitez pas à aller checker son travail. Nous on s'arrête là-dessus, merci beaucoup à tous ceux qui sont passés dans le chat, à Kawelito, à Karsten
Sten Wow, j'ai pas pris ta question parce que du coup Jérémy y a répondu et parce qu'on est un petit peu à la bourre et que je veux pas prendre plus de temps à Guillaume. Big up à Tom qui est passé et je fais un gros big up sur la rediffusion bien évidemment, à Vince Rustic, à DJ Thunderbuck, à toute l'équipe aussi, Cam, Ben, Jérémy, Val qui étaient présents. Nous on se retrouve bien sûr sur le site de QIBasket.net avec tous nos articles. Sur Twitter on fait beaucoup de trades NBA en ce moment et on va encore augmenter la cadence avec les playoffs. On vous réserve plein de bonnes choses, on va se briefer dans l'équipe pour un peu step up notre game à ce moment là. Et puis bien sûr il y a les magnétos en podcast qui sont présents, qui drop, il y en a un nouveau vendredi qui arrive, ce sera, je peux faire une petite exclue du coup, ce sera sur Bill Walton, autre joueur, autre pivot playmaker avant l'heure, avant Jokic. Voilà, super petit teasing. Jokic du pauvre. Oh attention, oui bon après j'aime bien, non on va te laisser la pérennité de cette affirmation. Parce que là Jérémy tient le flingue sur ma tempe. Voilà, d'accord, on comprend mieux. On s'arrête là-dessus, merci à tous, merci encore FD, merci Guillaume, et nous on vous dit à plus tout le monde.